La corruption, elle existe partout dans le monde entier. Tu rentres en Guinée, tu peux plus apporter parce que tu as appris quelque chose. Tu peux plus le mettre en pratique. Mais ici, non. Ma question, c'est de savoir, est-ce qu'aujourd'hui, tu n'as pas peur du fait de ne pas pouvoir fonder une famille? Le lendemain matin, on m'appelle. Oui, monsieur, on a besoin de faire un gros contrat avec vous. Bouf, on me fait un contrat depuis 2020. Quel conseil tu dirais à quelqu'un qui habite en Occident, peu importe, aux États-Unis, Canada, France, Belgique, Allemagne, qui est africain, qui a envie de rentrer, mais qui a peur? Aujourd'hui, cette Afrique, tout est à faire. D'autres sont à refaire. Il y a des modèles. Aujourd'hui, les intérêts que tu puisses te faire chez nous, tu ne peux pas les faire ailleurs. Bonjour à tous et bienvenue dans cette émission Un pas de plus. Ici, on reçoit pas mal de différentes personnalités d'entrepreneurs qui vont partager leur histoire. Ce qui nous intéresse le plus, c'est de savoir comment ils sont partis de là où ils étaient à l'époque à là où ils en sont aujourd'hui. Parce que lorsqu'on voit les gens généralement, on ne voit que la partie sur le gâteau, mais on ne voit pas tout ce que ces gens-là ont traversé pour pouvoir arriver là où ils en sont aujourd'hui. Donc aujourd'hui, on a un grand invité que vous allez avoir l'honneur ou l'opportunité de découvrir à travers cette émission, qui n'est rien d'autre que, ou qui n'est personne d'autre que Monsieur Aliou Dieng. Il n'aime pas que je l'appelle messieurs, donc je vais juste dire Aliou Dieng. Comment ça va? Très bien. Et toi-même, Carmo? Ça va très bien. Merci. Merci pour le temps que tu te libères pour venir à cette interview. Merci aussi pour ta disponibilité, aussi pour ton ouverture d'esprit. Je suis très ravi de pouvoir te recevoir ici. Je sais que moi, je vais beau te présenter, mais personne ne saura mieux te présenter que toi-même. Qui est Aliou Dieng pour les gens qui te découvrent aujourd'hui? Déjà, merci Carmo de m'avoir reçu sur ce plateau avec tes millions d'auditeurs. Déjà, ça va moi encore te remercier pour la disponibilité, le fait vouloir mettre en avant des jeunes entrepreneurs comme nous aujourd'hui, qui sont de nous battre en Guinée pour pouvoir faire rayonner le monde des affaires en Guinée autrement. Écoutez, moi, poser la question qui je suis, je pense que c'est la question la plus difficile à poser, parce que J'imagine. parler de soi, c'est très difficile. Mhm. Mais bon, je vais essayer d'essayer de faire cet exercice qui est un peu difficile pour moi. Euh, mais écoute, je m'appelle Aliou Dieng, à l'état civil. J'ai 38 ans. D'accord. Je suis directeur général de pas mal d'entreprises aujourd'hui qui sont bien cotées. Je suis le directeur général de Easy Service, qui est dans la logistique minière et dans la vente des agrégats. On D'accord. a aussi, je suis le directeur général de Easy Immo, aujourd'hui qui est une entreprise qui est plus dans la construction et la vente de maisons, Mhm. la construction et la vente de maisons et d'immeubles. Et aussi le directeur général de B2D, sûrement dont vous avez entendu parler, C'est ça. qui s'occupe de l'immobilier, qui fait de la promotion immobilière sur 117 hectares. B2D veut dire Bangora et Dieng, le D'accord. nom des deux associés. Ok. Plusieurs casquettes. C'est Voilà. énorme. Moi aussi, j'apprends là en même temps. On est en face aujourd'hui d'un messieurs qui a fait des études ici en France, qui a terminé et qui se dit directement, j'ai pas de temps à perdre ici et qui rentre au pays. Donc, notamment en Guinée. C'est un monsieur qui a investi plus des millions en euros. Donc, je peux aller jusqu'à 6 à 7 millions d'euros dans des projets en Guinée. Alors que d'autres personnes cherchent plutôt à quitter le pays. D'autres ont pour rêve de rentrer parce qu'ils pensent que c'est une terre d'opportunités. On aura l'opportunité de pouvoir discuter de tout ça ici. Mais avant de commencer, c'est un exercice que je dis à tout le monde. Je te demanderai ici de me parler de Dieng avant. Quels sont les chemins, entre guillemets, qui t'ont mené dans l'entrepreneuriat? Parce qu'aujourd'hui, tu as plusieurs casquettes en tant qu'entrepreneur. Et je précise juste avant qu'il ne réponde à cette question qu'on fait cette interview chez UPod, donc c'est Ultimate Pod. Vous voulez enregistrer des vidéos, des podcasts, des interviews, et ben voilà l'opportunité pour vous de venir avoir des vidéos de qualité. Le lien sera dans la description de cette vidéo si vous voulez réserver des créneaux et voir à quel point ça peut vous rendre BG. Donc je retourne sur toi, Aliou. Mon objectif ici, c'est de comprendre, entre guillemets, qu'est-ce qui t'a amené dans cet univers de l'entrepreneuriat pour la première fois? Ou comment c'est arrivé? Qu'est-ce qui t'a piqué pour être passionné un petit peu par tout ça? Bon, déjà, l'entrepreneuriat, je pense que c'est quelque chose que j'ai toujours voulu faire depuis que j'étais très jeune. Je disais déjà quand j'étais très enfant et très turbulent, je disais je vais toujours être un patron. Je vais Ok. toujours être indépendant. J'ai toujours eu cet esprit d'indépendance. Mhm. Et pour moi aujourd'hui, avoir une indépendance d'idées, il faut déjà avoir une indépendance financière. Yeah. Parce que quand tu as une indépendance financière, tu peux mieux déjà dire et faire ce que tu penses, être mieux.
Ça, c'était la première des choses. Déjà, mon côté entrepreneurial, c'est où mes parents ont commencé un peu à l'accepter. C'était quand j'avais 16 ans. 16 ans déjà. À 16 ans, je venais en vacances en France. J'avais la première fois. Donc, je me rappelle toujours de cette histoire. J'avais acheté mon père, parce que je venais, quand j'ai eu mon visa pour venir voir mon grand frère en France qui était étudiant ici, Tu devais venir en vacances. en vacances. Ok. C'était la première fois d'ailleurs. Mon père m'a donné 600 000 francs guinéens. Bon, c'était beaucoup d'argent. C'était 60 euros. Ouais, Pour ceux 60 qui euros. savent pas. À peu Voilà, près. 60 euros. Ok. Et je suis allé payer des chaussures, des contrefaçons, dans le grand marché au centre commercial de Madina, Mhm. à, disons, 6 euros, 6 euros. Ça me faisait 10 paires de chaussures. En tout temps, c'était des Timberland, des Fubu, des Louis Vuitton, mais c'était de la bonne contrefaçon Ok. qui venait en stand du Maroc. Donc, j'ai ramené ça ici. J'avais un ami qui était dans une grande école dont je ne vais pas faire la publicité, hein. Mhm. Et j'ai vendu chaque chaussure à 200 euros. T'as acheté à 6 euros Et et j'ai t'as vendu vendu à ça 60 euros. à 60. Non, j'ai vendu 200 à euros. 200 euros. Entre 150 et 200 euros. Incroyable. Et c'était À avec 16 un ans. ami, à 16 ans. C'était un ami qui s'appelait Habibli, qui m'avait aidé à les vendre. Et donc, qu'est-ce que j'ai fait de cet argent? J'en ai pas parlé, j'ai gardé. Et comme d'habitude, en rentrant, mon père m'a envoyé mon argent de poche, j'ai acheté mes habits, puisque j'ai mes affaires pour rentrer. Ouais. Quand je suis venu, j'ai demandé à mon père que je voulais faire une boutique devant la maison. Donc, j'ai cassé le mur, j'ai fait ma boutique, mais j'avais pas d'argent pour pouvoir mettre de la marchandise. Donc, Ah, ok. T'as juste fait la boutique. voilà, j'ai construit, l'argent était fini. Ça me faisait à peu près 20 millions ou 2 000 euros de chez nous. J'ai fini de faire la boutique et j'ai pas eu d'argent pour pouvoir la remplir. Donc, j'ai fait un télécentre, le temps d'avoir de l'argent et après, j'ai fait la boutique. Mais issu d'une famille très carriériste. Mhm. Mais ma mère était un peu inquiète que je puisse ne pas continuer mes études parce que je lui avais dit, maman, moi, après le lycée, j'ai pas envie de continuer, je vais faire des affaires. Yeah, parce que c'est dangereux quand un jeune il commence à toucher un peu d'argent. Il se dit Exactement. qu'est-ce que je vais chercher à l'école? Voilà, et me connaissant pas du tout conformiste, Mhm. j'aime bien le dire, je suis pas du tout conformiste, j'aime sortir de mon petit confort en voulant faire les choses autrement et en plus grand. Donc ma mère, sachant ça, elle a dit, écoute, il faut au moins que tu nous ramènes, il faut que tu partes étudier. Et ça aussi, c'était des problèmes parce que je me rappelle, j'étais le premier à venir à l'ambassade de France. On m'a donné le visa, mais je n'étais pas content. Je parlais tellement mal à la dame pour ne pas me donner le visa et sur plus de 80 personnes, j'étais le seul qui a eu le visa. Non. Ah, donc, pour vous dire que C'est aussi une question de destin, quoi. voilà, le destin est inévitable. Donc c'est un peu ça, ça a commencé par ça. Donc venu en France, je faisais tout le temps des allers-retours. Je commençais par Grenoble, après j'ai fini à Reims. Pour tes études, du coup. Oui, pour les études. T'as fait des études de quoi? J'ai commencé par faire des études d'économie stratégique des entreprises à Pierre Mendès France de Grenoble. Ok. Après je suis venu à Reims pour faire management des unités commerciales. Ok. Et de là, ça m'a merdé un peu. Je suis rentré à Conakry au temps de la transition, la première transition qu'on a connue au temps de Dadis. Mhm. Avec beaucoup de problèmes, personne ne voulait que je rentre en Guinée. Ah, ça, c'était ton retour après les Ouais, études. voilà. Dès que t'as fini. Dès que j'ai fini, j'ai même pas attendu mes derniers examens, je suis Ça rentré. m'intéresse, moi, déjà, avant même que tu ne sautes là-dessus. Voilà. Qu'est-ce qui te pousse? Parce que le rêve des gens, c'est, entre guillemets, de venir en France, d'étudier, de rester un peu, avoir un peu d'expérience, ensuite d'investir. Mais toi, à peine fini, tu me dis que tu n'as même pas eu ton diplôme. Tu as décidé de rentrer. Ouais. C'était quoi? Qu'est-ce qui se passait dans ta tête à ce Tu moment-là? sais, quand moi, je sais pas, mais moi, ma Guinée, je l'aime. J'adore mon pays. D'accord. Je sais pas, pour moi, je n'ai pas d'autre option que la Guinée. Ok. C'est ma première des choses. Et dans ma tête, aujourd'hui, tout ce que j'ai fait comme investissement, 95% se trouve en Guinée. Tout le temps, les gens me disent non, c'est pas la peine de le faire en Guinée, il faut pas tout mettre. Je dis non, moi, il n'y a pas une autre option. Parce que cette Guinée-là, pour nous, là, si c'est pas nous qui la changeons, personne ne va venir la changer. Je suis quelqu'un qui est passionné par les défis. Aujourd'hui, le bien-être que les gens aujourd'hui ont en France ou bien dans les autres pays où ils sont à l'aise, il faut vous dire, c'est des générations qui se sont sacrifiées pour ces pays. Est-ce qu'ils sont même à l'aise? La question, on en viendra tout à l'heure. Oui, donc c'est pour vous dire. Donc pour moi, la Guinée, c'était sans option. Et issu des parents aussi qui, comme je t'ai dit, qui ont fait toute leur carrière en Guinée. C'est vrai que ma mère, elle a travaillé beaucoup à l'international, mais on est toujours resté attaché à la Guinée. Mon grand frère est venu, il a fini ses études, il est rentré. D'accord. Donc j'avais pas une autre option aussi. Tu finis, tu rentres, ou soit tu veux pas. T'avais pas peur en te disant, OK, je vais dans un pays qui est plutôt instable parce que beaucoup le disent et aussi c'est un petit peu la réalité de l'Afrique. Les gens qui se disent, tu peux investir, je sais pas, 100 000 euros, 500 000 euros en Guinée et tout d'un coup, il y a quelqu'un qui vient et dit, en fait, non, ça ne t'appartient pas. Tu n'as pas eu peur un petit peu de ce genre Vous de savez choses-là? ça, après, ce sont ce qu'on dit vraiment. Mais aujourd'hui, D'accord. au fur et à mesure, les choses avancent et ça s'améliore. Mais Hmm. pour moi, aujourd'hui,
qui peut le faire, qui peut améliorer les choses, qui va les changer? C'est personne d'autre si ce n'est pas nous. Mhm. Aujourd'hui, en France, tu peux pas faire ce que tu veux parce qu'il y a des générations et des générations qui se sont sacrifiées pour donner aujourd'hui ce bien-être aujourd'hui à leurs petits-enfants ou à leurs arrière-petits-enfants. C'est tout un processus. Mais si chacun de nous dit, ah non, moi je ne veux pas, personne ne va avoir le sens du sacrifice et en profiter, ça ne va jamais marcher. Yeah. C'est ça la vérité. Ok. Et moi, pour moi, il n'y a pas une autre option. Ok. C'est soit on laisse dans la médiocrité, Mhm. on vient ici, on nous prend les meilleurs, on les garde par là. On continue à améliorer les conditions de vie d'autres personnes, ou soit on rentre chez nous, on se sacrifie. Aujourd'hui, il y a des pays qui sont en train de sortir, qui sont en train d'émerger en Afrique. On a pas mal d'exemples. Et tout le monde en est fier. Mais si vous allez regarder, il y a eu des générations qui sont sacrifiées pour elles. Il faut mettre les mises en place. Aujourd'hui, on a de la ressource humaine, on a des gens qui sont très intelligents, qui arrivent même à faire leurs preuves ici, Oui. mais finalement qu'on garde. Mhm. Il y a aussi cette peur-là. Moi, c'est un sujet assez intéressant. Ouais. Cette peur-là de se dire, OK, on est dans un écosystème où les gens ne sont pas forcément pris par mérite, c'est plutôt par connaissance, c'est plutôt par réseau, ainsi de suite. Et aussi, il y a ce truc que, imaginons, tu fais tes études ici, tu as un bac plus 5 et tu es très bien qualifié, tu travailles dans une grosse boîte, tu touches des 5 000 euros. Et puis finalement, il y a l'envie, l'amour de ton pays qui te donne envie de rentrer. Mais tu sais que quand tu rentres, toi, tu as envie de bien faire les choses. Tu n'es pas dans tout ce qui est corruption, tu veux, entre guillemets, faire évoluer les choses. Et là, tu rentres, tu trouves un système en place, des gens qui fraudent, des gens qui font la corruption pour gagner leur vie, des gens qui vont au travail sans forcément travailler, mais qui attendent quand même des grosses sommes, des détournements, ainsi de suite. Si toi, tu es contre ça, est-ce que tu ne deviens pas la cible, entre guillemets, à abattre? Et ça, c'est quelque chose, entre guillemets, qui fait peur à certaines personnes qui ont qui sont talentueux, qui ont, entre guillemets, qui ont des très beaux projets, mais qui ont peur de ce côté-là. Qu'est-ce que tu dirais par rapport à cela? Clairement, moi, tout ce que je peux te dire, c'est une question de volonté pour pouvoir Mhm. changer les choses. Ça doit être un défi pour nous. Vous prenez sur 100 personnes. S'il y en a 70 qui sont des corrompus, les 30 ne pourront rien faire. C'est de Yeah. chercher à renverser la tendance. C'est ça la vérité. Ok. Équilibrer, Équilibrer changer la les balance. choses, changer la balance. Si on laisse que les gens restent dans la médiocrité et qu'on mette à un niveau, qu'on puisse se satisfaire à un niveau 2, Mhm. ces gens qui sont à moins de 2 ne vont jamais vouloir que des gens qui viennent nous ramener à 5 ou 6 s'installent. C'est une question de volonté. Moi, quand je suis rentré en Guinée, Mhm. c'était le même discours que j'avais de tous mes amis. Ah, écoute, tu vas rentrer en Guinée, on est en transition, c'est instable et tout. OK. Yeah, en pleine transition en En plus. pleine transition. Moi, j'ai dit, il n'y a pas d'option, c'est la Guinée. C'est vrai que j'ai traversé mes périodes, que je suis encore d'ailleurs même en train de traverser, parce que ça ne finit jamais l'entrepreneuriat. La Hmm. corruption, elle existe partout dans le monde entier. Mais c'est la façon dont elle se passe. OK? Ok. Et donc, moi, je suis rentré aujourd'hui quand je reviens en France. Quand je vois mes amis, quand je regarde les gens que j'ai laissés ici, pas forcément mes amis, Mhm. mais je suis loin de les envier aujourd'hui. Bien sûr, Peut-être j'imagine. que c'est parce que j'ai pris le sens du sacrifice avant. Ça, c'est un sujet très intéressant, ça. Donc c'est ça la vérité. Aujourd'hui, je viens, je les trouve. Je n'ai pas à les envier. Au contraire, eux, ils m'envient aujourd'hui un peu. Hmm. Pas une envie dans le mauvais sens, mais aujourd'hui, je regarde le parcours de chacun. Ils sont dans un confort, petit confort pour lequel Un confort prisonnier, un voilà, peu. un confort prisonnier. Moi, Hmm. aujourd'hui, je peux venir, je fais ce que je veux, je dis comme je veux. On fait des choses ensemble que eux, peut-être qu'ils ne peuvent pas se le permettre, ou bien c'est sur des longs calculs. C'est quoi la différence? Qu'est-ce qui a fait cette différence-là? Qu'est-ce qui a créé cette différence-là? Je te mets un peu dans le cadre. Le truc, c'est que Mon audace, il y a... mon sens du défi, ne voulant pas être conformiste. Parce que pour moi, c'est facile de venir faire ses études, avoir un bon boulot, travailler toute sa vie, avoir son appartement, se battre pour le payer, avoir sa voiture, avoir pour ses enfants une sécurité scolaire beaucoup plus stable, financière un peu plus stable. Moi, non. Moi, Hmm. non. Ça a toujours été des défis. Le goût du risque. Mais voilà, le goût du risque, le goût de l'entrepreneuriat, c'est ça, l'entrepreneuriat. C'est ce qui te diffère de l'emploi et l'employeur, c'est ça. C'est ça, c'est ça. C'est assez intéressant parce que Mm. beaucoup de gens sont là, justement comme ce que tu dis. Ils ont peur. Ils sont dans un système de confort, mais c'est un confort qui est un piège. Ils sont pas forcément libres. Et du coup, beaucoup de gens pensent que... euh, j'ai vu une fois un commentaire en dessous de mes vidéos, Mhm, quelqu'un qui disait, parce que je faisais une vidéo qui n'était pas trop favorable pour la mhm, France, mhm. et quelqu'un qui disait, comment tu oses critiquer la France t'a tout donné. Et là, j'étais là, j'observais. Il m'a dit dans le même commentaire que si je n'étais pas en France, j'aurais pas eu la vie que j'ai aujourd'hui. Moi, je l'ai répondu de façon ironique. J'ai dit, bah, merci à la France qui donne des salaires aux gens, qui donne la liberté, qui donne aux gens sans qu'ils ne foutent absolument rien. C'est pourquoi tout le monde roule dans des Lamborghini en France.
Ça, c'était juste pour faire comprendre à la personne qu'on peut être en Guinée, tout comme on peut être en France, être confortable ou inconfortable. On peut être très riche en Guinée, tout comme on peut être très pauvre en Guinée. Et pareil en France aussi. Donc, il y a des gens, je l'ai dit, j'ai dit ça à quelqu'un une fois, il y a des gens que je connais en Guinée, j'en connais même énormément, qui vivent 10 fois mieux que des gens en France, alors qu'ils ont le même, normalement, le même niveau d'études. Et donc ça, ce que tu dis, ça rejoint un petit peu cela, en disant que Oui, oser prendre certains le risques, ça risque. te permet d'ouvrir certaines portes. Il ne faut pas croire que c'est parce qu'on est en Europe qu'on ne peut pas vivre certains conforts. Les, C'est parce qu'on est en Afrique on plutôt qu'on ne peut peut, pas vivre certains en fait, conforts. la plupart des gens qui vivent ici, quand j'entends tout le temps les mêmes critiques et tout, ça me fait un peu mal. Peut-être c'est mon excès d'amour ou bien de patriotisme par rapport à la Guinée. Mhm. Les gens ici, je viens, je trouve quelqu'un qui a un bac plus 5. Yeah. En France, tu vas trouver, il y en a beaucoup. Tu n'apportes rien en gros. Moi, Mm. pour moi, j'aime venir quelque part où j'apporte quelque Yeah, où chose. tu, J'apporte quelque tu es chose. différent, tu Oui, sers à mais quelque chose. voilà, tu sers à quelque chose. Mhm. Ici, tu viens, tu vas trouver qu'il y en a des milliers ou des millions Millions qui ont même. le même diplôme que toi. Donc, c'est une question de chance Mhm. que tu peux avoir pour pouvoir, parce qu'il y en a beaucoup ici, ils ne font pas le travail de leur diplôme. Je suis désolé. Ce que tu fais un bac plus 5 pour te retrouver pour un poste de secrétaire ou bien d'assistant, ça ne sert à rien Yeah. pour moi. Yeah. Pourtant, ce que tu as appris, tu pars en Guinée. Mhm. Moi, je prends toujours l'exemple de la Guinée pour le moment. Tu rentres en Guinée, tu peux plus apporter parce que tu as appris quelque chose. Tu peux plus le mettre en pratique. Mais ici, non. Ok. Et donc, ton apport là peut changer les choses. Par exemple, je donne juste un exemple. Mais chaque fois, je lui dis, la plupart des gens, par exemple, qui quittent ici, qui osent rentrer en Mhm. Guinée, Mhm. ils préfèrent rentrer, te trouver une entreprise qui est déjà établie. Une multinationale et tout, qui est venue, qui est installée, va dire, je préfère aller travailler dans cette multinationale. Nous qui sommes les locaux, j'ai eu une personne que j'ai failli recruter une fois. La personne me dit, ah, écoute, je travaille dans cette multinationale, je suis payé à 8 millions. Ok. Il dit, là, je vais passer bientôt à 12 millions. Je lui dis, ok. Je dis, bon, moi, je t'en propose 15, parce que Hmm. je sais que tu peux apporter. Ces multinationales, elles ont commencé comme nous. Donc, on est appelé aussi à grandir comme ces multinationales, mais on a besoin de ressources pour pouvoir concurrencer. Il faut ne pas être au niveau local, Ouais, on va être toujours. au niveau international. Aujourd'hui, vous voyez des entreprises sénégalaises, ivoiriennes, françaises qui viennent chez nous. Ça fait, on fait le même boulot, on peut faire les mêmes prestations, peut-être même mieux, mais Mhm. vu qu'il a une certaine notoriété, mais cette notoriété est due aux employés qu'ils ont. Mais moi, Ok. je te propose mieux, mais tu refuses, moi, parce que oui, c'est une question de titre, mais il faut se donner un titre. Moi, pour moi, quand je viens faire quelque chose, j'aime qu'on dise j'ai apporté un plus. Et c'est ce qui a été dans tout ce que j'ai entrepris, dans toutes les entreprises que j'ai eues. Et durant tout mon parcours, j'ai eu à marquer, à vouloir changer certaines choses. Hmm. Ok. Ok. C'est un peu ça. Ok. Mais aujourd'hui, les gens préfèrent rester, comme je dis, dans ce petit confort. Après, le risque, ça se prend, ça se change. Personne ne va changer notre Guinée à notre place. C'est ça. Toi, aujourd'hui, tu apportes quelque chose, tu essaies de mettre en place, tu permets à des Guinéens d'être beaucoup plus visibles. Aujourd'hui, c'est difficile de dire qu'on a des modèles d'exemple, mais on a des modèles. Il y a des gens qui se battent, qui font un bon boulot, qui font des choses extraordinaires que moi je respecte, que Mhm. j'admire, Mhm. mais qui ne sont pas connus, qui ne sont pas vus, ils sont dans l'ombre. Et pourtant, après, vous allez voir des gens qui font beaucoup moins, qui sont d'autres pays ou bien qui sont mis en avant, qui sont Bien sûr. respectés. Et la notoriété, elle compte énormément. Bien Ce sûr. que nous, on n'a pas chez nous. Bien sûr. Bien Et on sûr. n'arrive pas à vendre la Guinée. Mais on ne peut pas vendre un pays. On vend un pays à travers ses hommes. La Guinée, elle est déjà vendue. Tout le monde sait que la Guinée, c'est un pays qui a une ressource, qui a un sol très riche. Mhm. Tout le monde a bauxite, c'est ce que vous voyez sur la Guinée. Mais est-ce qu'on ne vend pas les hommes qui sont là-bas? Le Sénégal est un pays qui n'a rien presque dans son sous-sol jusqu'à tout dernièrement. Mhm. Mais ils ont vendu leurs ressources humaines. Bien sûr. Le Sénégal est connu pour une très bonne ressource humaine. La Côte d'Ivoire, tout le monde. Le Rwanda, c'est des références aujourd'hui. Yeah. Mais nous, aujourd'hui, la Guinée est plus vendue pour son pays, mais pas pour la ressource humaine. Ah, est-ce qu'elle est vendue même? Ça, c'est une autre question. Oui, Sur parce laquelle... qu'aujourd'hui, dès que tu dis, ah, c'est un pays qui est riche, mais. Ouais, ouais, il y a toujours le mais Il qui y a toujours viendra. le Il y a mais. toujours le mais qui viendra. Oui, mais il faut vendre. On en reviendra plus tranquillement. Et du Voilà. coup, toi, dans ton cursus, tu finis les études ici, tu rentres en Guinée en période de transition. Qu'est-ce que tu mets en place? Tu D'abord, rentres avec un projet quand même. j'ai décidé, oui, je suis rentré. Au début, vous savez, je discute moi beaucoup, avec beaucoup de gens. Je discute, j'aime beaucoup écouter les gens, surtout les personnes qui ont pas mal d'expérience de vie. Je me rappelle une fois, il y a quelqu'un qui m'a dit, il y a dans un pays, il y a deux personnes qui ont le plus de relations. Ok. Un gérant d'un restaurant ou bien d'une boîte de nuit.
parce qu'il a accès à tout le monde. Il faut à tout le monde un gérant d'hôtel ou un propriétaire d'hôtel. Il a D'accord. accès à tout le monde. Il a accès au président, au ministre, au directeur, au policier. Donc, moi, ça, c'est resté dans le coin de ma tête. Donc, en rentrant, je suis venu, il y a une boîte de nuit qui était équipée. Là où il y a un spa aujourd'hui, bon, je préfère ne pas donner de la publicité Bien sûr, gratuite. bien sûr. Donc, j'ai fait un bar-restaurant au temps du CNDD. Et je me suis fait beaucoup de relations. Pour apporter ma touche particulière, j'ai ramené un Sénégalais qui te faisait des cocktails. Ce que nous, on ne connaissait pas T'as beaucoup fait un avec bar, du coup. un bar-restaurant. Mais sur 2 niveaux. Ok. Mais ce n'était pas un bar-restaurant comme le mien. Mais tu avais déjà un fonds. Comment tu as fait pour financer ça? Parce que ça, je suis curieux de savoir ça ou les gens qui nous regardent. Tu sais, comme je t'ai dit, moi, je faisais pas mal d'affaires. Même quand j'étais là, je montais. Et mois décembre, décembre, avril et les grandes vacances, je partais en Guinée. Toujours. Toujours. Ok. Je partais jamais ailleurs. Dès que les congés ou les vacances venaient, je partais en Guinée. Ok, tu faisais des activités. Je du faisais des business un peu partout. activités, je ramenais des voitures. Je connaissais un garagiste qui était là, donc je partais prendre des petits véhicules avec lui, le deuxième, troisième main. Ouais. On les réparait, j'amenais, je vendais, je ramenais. Donc. Ok. Et donc j'ai pu faire pas mal d'argent ici avec ça. Après, on a fait pas mal de petites affaires de gauche à droite Ok. avec quelques potes et tout. Et donc, après, quand Après tout ça, du coup, tu rentres, tu mets en place la boîte de nuit. je du coup. mets la boîte de nuit, je me suis fait pas mal d'argent. Je me suis fait beaucoup de relations du CNDD en ce temps. Ok. Il y avait beaucoup de gens qui venaient parce que il y avait la publicité. Et avant, vu que j'étais un grand fêtard, donc je connaissais pas mal de monde. Ok. Donc, tout ça, ça a payé. Donc, ça a super bien marché, mais issu d'une famille assez religieuse, tu ne pouvais pas te mettre à avoir un bar ou un restaurant où l'alcool était vendu. Mhm. Donc, finalement, j'ai arrêté. L'argent que j'avais, j'ai ouvert une imprimerie avec. D'accord. Ma mère m'a un peu accompagné d'ailleurs. Et j'ai ouvert une imprimerie qui s'appelait Easy Print. Hmm. Je l'ai ouverte en 2009. Non, pardon, 2010. 2010. Et Ouais. 2009-2010. Et donc, j'ai fait de l'imprimerie offset comme ce que tout le monde faisait pour les carnets, tout ça. Et quand tu fais comme tout le monde, tu t'attends au même résultat. C'est ça. Si tu veux avoir ce que les autres n'ont pas, il faudra oser faire ce que les autres n'ont pas. Exactement. Aujourd'hui, il y a quelque chose qui est resté, que vous voyez aujourd'hui, des t-shirts qui sont très bien faits. Il y avait une très grosse commande de sociétés téléphoniques qui était faite en Côte d'Ivoire et au Sénégal. Donc, la société qui est en Guinée allait en Côte d'Ivoire pour Pour les commander ça. imprimer, voilà. Parce qu'il n'y avait personne qui le faisait. Hmm. Il y avait un seul technicien qui savait un peu le faire, mais même ça, c'était un peu du bricole, ça passait pas. Ce sont les t-shirts qu'on dit pour faire de la sérigraphie. Ok. Donc, contre toute attente, j'ai vendu ce matériel. Je suis allé acheter le matériel sur le bon coin. Ah, t'as vendu quoi? T'as dit- Les premières machines que j'avais, Ah, t'as parce vendu que ta machine les pour aller machines, acheter une autre machine il y en a une meilleure. autre machine, non, qui fait autre chose. Parce que l'autre, c'était pour imprimer les tickets, Ok. les bordereaux, les factures. Et c'était une concurrence qui ne disait pas son nom. C'était plus le côté relationnel. Et moi, ça m'emmerdait. Mhm. Je voulais pas avoir comme tout le monde. Et comme je savais qu'il y avait ce marché que personne n'exploitait, j'ai vendu mon matériel. Parce que Ok. tout le monde a dit à lui, c'était pas normal. J'ai acheté les machines sur le bon coin. Elles sont venues. J'avais pas de technicien. Parce qu'il y en avait qu'un seul qui fatiguait tout le monde. Et même ça, la qualité restait un peu à désirer. Je suis passé par un de mes employés que j'avais qui m'a ramené quelqu'un de la Côte d'Ivoire, qui s'appelle Soken, aujourd'hui même, qui est installé en Guinée, qui s'est marié à une Guinéenne et tout. Et donc lui, il est venu. Je lui ai dit, écoute, je te fais un contrat de 1 an. Mais dans tes contrats de 1 an, tu formes les gens. Et après, si tu veux, tu restes, on le renouvelle ou même tu pars. C'est toi le boss. C'était notre contrat. Donc, je t'ai pris plus de 6 personnes qui le faisaient, qui travaillaient. Donc, j'ai commencé à avoir le contrat de ces sociétés téléphoniques. Yeah, très audacieux. Au début, on te Voilà. prenait pour un fou. Finalement, tu commences à avoir des Exactement. gros Donc, projets. j'ai eu ce marché et il y a beaucoup de gens qui ont commencé. Après, vous savez, chez nous, on aime bien imiter. C'est ça. Donc, on a On n'est jamais le premier, mais toujours derrière Voilà, enchaîné. exactement. Donc, après, les gens ont commencé à investir. Aujourd'hui, vous voyez des t-shirts de très bonne qualité, des t-shirts de publicité. Mais la plupart des gens qui tiennent ces prestations, soit ils sont passés par la plupart sont passés par chez moi. D'accord. Donc, aujourd'hui, ça a aidé beaucoup de jeunes à pouvoir le faire. Donc, après ça, vous savez, moi, quand je fais quelque chose, je m'ennuie très vite s'il n'y a pas trop de challenge. Ok. Donc, après, j'ai fait Easy Distribution, où j'ai fait les grattables d'une société de loterie jusqu'à Alpha Blondie qui était venu D'accord. et T'as tout. fait tout ça. Et j'ai fait ça avec Easy Distribution. Bon, après, la société de loterie a arrêté ça. Donc, après, je n'aime pas trop faire le commerce parce que pour moi, prendre un produit, aller le revendre et tout, je préfère encore faire de l'industrie. D'accord. Donc, j'ai fait une industrie de craie. De craie. De craie. Parce Ah, que la avec craie. la craie, Ok. ce qu'on écrivait. Ok. On a commencé ça aussi avec Easy Distribution. J'ai fait l'industrie. Ça marchait un moment.
Mais on importait plus qu'on le prenait sur place. J'ai Ok. tout fait pour essayer de renverser, mais bon, quand j'étais jeune, j'arrivais pas à canaliser un peu mes énergies. Après, je me suis retrouvé dans le poisson avec Easy Fish. Hmm. Après ça, ça a été ma plus grosse perte parce qu'on partait pour pêcher le poisson. Je n'arrivais pas à gérer directement parce que quand ils partent, ils reviennent, ils te disent il n'y a pas de poisson. Tu Ah. l'as. Ah, c'est ça aussi le problème de. Ça, c'est Voilà. les réalités un peu de l'entrepreneuriat lorsqu'on va Exactement. parler en Voilà. Guinée ou même en Afrique. Voilà. Parce que lorsque tu mets les gens devant et que toi, tu n'es pas là pour observer, on peut te dire du n'importe quoi. Même s'ils ont eu 40 poissons, ils vont te dire, en fait, aujourd'hui, on n'a eu que 2 poissons. Le reste, ça va à côté. Exactement. Vaut mieux, c'est pour ça qu'il faut surveiller ton business. Et ne fais pas un business seulement pour gagner pour l'argent. Mhm. Fais-le par la passion. Parce que lorsque tu es passionné, les coups bas comme ça, tu ne vas pas. Tu Ok, peux te en remettre. d'accord. Ok? Et la plupart du temps, moi, en fait, je l'avais fait parce qu'on me disait, moi, partout, tu me dis, il y a de l'argent à faire. Essaie de rentrer dedans, innover pour me faire plus d'argent. Parce que pour moi, le seul secret qui puisse te différencier des autres, c'est Mhm. d'innover. Tu peux faire la même chose que quelqu'un, mais quand tu innoves un peu plus, tu peux te faire plus de Ouais, marge. tu te Tu te distingues, quoi. démarques. Ouais. Voilà. Donc après Easy Fish, j'ai fait Easy Service. Il y a beaucoup de easy là. À La chaque Easy, fois, c'est une marque easy. déposée. Pourquoi Voilà. easy? Parce que j'essaie de faciliter les choses. Comme moi, c'est une Hmm. En fait, pour moi, l'entrepreneuriat, c'est de monétiser un problème. Ok. Moi, c'est comme ça que je réfléchis dans mes affaires. Il y a un problème qui est là. Les gens cherchent des solutions. Moi, je cherche à trouver cette solution et je la monétise. La vérité. En fait, le business, comme ce ventilo ou quoi que ce soit, Mhm. un problème de fraîcheur. Il faut un ventilateur qui te donne un peu plus de fraîcheur et tout. Donc, c'est un problème que tu résous pour le confort des gens. Donc, tu fais ce ventilateur et tu le vends. Donc, tu Ok. l'as monétisé. Ok. En fait, ça tourne comme ça dans les affaires. Moi, Ok. pour moi, c'est comme ça que je vois les choses. Maintenant, j'ai une petite question avant même que Oui. tu continues sur tout ce que tu as pu créer par la suite. À chaque fois, tu lances dans un projet, tu prends ce que tu as à apprendre dedans, et ensuite, dès que tu vois que ça commence à s'épuiser ou que tu commences à t'ennuyer, tu lances encore autre chose. D'où te venaient les idées? À quel moment ou comment te venaient les idées ou même la motivation de te lancer? Est-ce qu'il y avait des hésitations ou c'était quoi ton déclic à chaque fois pour te dire, là, j'ai une petite opportunité, allez, j'y vais. Clairement, au fait, moi, je ne suis pas renfermé. Je ne suis pas fermé. Je suis très ouvert. Tu me donnes quelque chose, je peux savoir. Je ne sais pas si c'est un petit don ou bien je suis doué un peu. Mhm. Mais tu me donnes quelque chose, j'essaie de voir comment je peux le vendre. Et je n'hésite pas, au fait. Ok. Je me lance, je me dis que toute chose, il y a des solutions. Il y a que des solutions. Il n'y a pas que des problèmes. Il n'y a pas un problème qui se met Mhm. et qu'il n'y a pas de solution. Tu trouves la solution, tu le monétises. Donc, Bon, tu es dans cette philosophie-là, genre, c'est ce qui t'inspire. Dès que tu vois quelque chose et je que tu sens que je penses me que. lance, voilà. Dès que tu sens, tu y vas. Voilà, et que ça, je me casse la gueule, je trouve des solutions. Par exemple, le poisson, je me suis cassé la gueule, j'ai pas su. Donc, comme c'était un truc que je pouvais pas maîtriser, la pêche et tout, Mhm. je suis sorti, je suis revenu dans Easy Print et j'ai lancé après Easy Service. Easy Service est venu parce que en fait, mon rêve, c'était toujours déjà de faire quelque chose de grand, Hmm. et de marquer des générations. Ça me parle beaucoup. Voilà, et moi, ça a toujours été ça. Ok. L'imprimerie, c'était, pour moi, il y avait une limite. La distribution, je sais pas, les reins solides pour faire de l'industrie. La pêche, je voulais faire de grands bateaux, industrialiser le poisson, sortir les gens un peu de la famine et l'agriculture. Mhm. Je n'avais pas les reins solides. D'accord. Et puis, tu étais limité par des grands groupes. Ensuite, j'ai décidé de lancer Easy Service. Ou d'ailleurs, ça a été, comme on dit, mes années d'or. Easy Service, c'était quoi? Ça consistait à quoi? Easy Service, à la base, tu sais, il y avait. La Guinée est un pays minier. Mhm. C'est notre plus première ressource dans Les Terre, mines, ouais. les mines. Ouais. Et donc, vers 2017-2018, il y a eu pas mal d'entreprises minières qui sont passées en phase de construction pour s'installer En Guinée. en Guinée. Ouais. Donc, j'ai dit, OK. Comme tout le monde partait vers Bokeh, vers Kamsar, tout ça. Moi, avec EasyFish, avec tout ce que j'ai perdu, j'avais plus d'argent. J'étais là, je tournais, j'aime pas trop demander. J'aime me battre, trouver moi-même des solutions. Donc, je vais à Bokeh. Dans la zone de Kamsar, j'avais rencontré un ami à qui j'avais rendu un service qui a dit, je vais te rendre la monnaie. Hmm. Donc, je viens à Bokeh avec 3 millions. De francs guinéens. De 3 millions de francs. 300 euros. 300 euros à Bokeh. Tu sais, moi, j'ai jamais peur de revenir à zéro. Moi, même aujourd'hui, là où je suis, je m'attends à ce que je puisse revenir à zéro. Il ne faut pas avoir peur de revenir à zéro. Hmm. Pour Mais moi, peut-être c'est ça aussi la clé, en fait, la de ton clé, et épanouissement. les gens ont peur de ça, c'est ça. En fait, ce que tu oublies, si moi j'ai quitté de zéro, je suis venu à 1 ou à 2, je tombe. C'est qui est sûr que si je reprends de zéro, là, c'est plus à 2, je vais Ouais, m'arrêter. c'est sûr que C'est tu qu'au iras à minimum, 4. si je dois tomber, c'est maintenant à 3 ou à 4. Yeah. Donc, tu ne peux qu'évoluer. C'est ça, ma C'est philosophie. magnifique ce que tu partages là. Et moi, c'est comme ça que je réfléchis. Tu es là avec 3 millions.
300 euros. Je viens. Mon ami me dit, écoute, qu'est-ce que tu veux? J'ai dit, écoute-moi, je veux avoir de bons contrats. Il m'a dit, écoute, il y a un transport de sable, je te présente au grand patron. C'est une grosse société française, je ne sais pas si je peux me permettre de dire le nom. D'accord. Non. Donc, une grosse boîte de Ouais. construction qui est très connue, qui est en France ici. Mhm. Donc, je viens. Bah, vas-y, tu peux dire le nom. en C'était vrai. Colas. 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 D'accord. Donc, il y avait le projet de construction avec Bouygues sur GAC. Donc, je viens, il avait le transport de sable à faire. Le mec me donne le premier contrat de 30 000 euros de sable 30 000 euros. pour livrer que du sable. Et pour faire les 30 000 euros, je n'avais pas besoin de 8 000 euros. Tu sais, les miniers, quand ils viennent, ils payent bien, Ouais. mais tu as un temps d'attente. Et je me rappelle de mon ami, parce qu'il faut avoir de la reconnaissance. J'avais pas d'argent parce qu'il fallait attendre 45 jours pour être payé. Ok. Et tu avais un mois. Le monsieur me dit, tu as besoin de combien? J'ai dit, j'ai besoin de 7 à 8 000 euros. Il me dit, tiens, Aliou, tu m'as rendu des services dans le temps. Et t'as prêté 8 000 Il euros. m'a prêté 8 000 euros. Hmm. Je prends les 8 000 euros, on m'avait dit qu'il faut livrer en un mois. Moi, en moins de 4-5 jours, j'ai livré tous les changements. Ok. C'est quoi ta motivation, entre guillemets, à ce moment-là? Je voulais me refaire. Hmm. J'ai tout perdu, mais il faut que je me refasse. Ok. Je reviens. Bon, je reprends. Après, le monsieur, tellement il était content parce que tu sais, après les services chez nous, c'était compliqué. Les prestations, ils avaient tout le temps des difficultés. C'est ça. Le monsieur, comme ça, j'ai attiré son attention. Il me remet 1 000 euros. Ok. Un autre contrat Un rapide. autre Ah, parce que tu rapide. t'es démarqué du coup de la Démarqué. concurrence. Mais maintenant, oui, tu me dis demain, j'ai déjà 8 000 euros que je dois de dette. Comment encore si toi, tu dois me payer dans 45 jours? C'est ça. Je suis revenu voir mon ami, il m'a dit, écoute, je te donne encore là. Non. Je te jure. C'est qui cet ami? Tu dois lui faire une dédicace, lui. Ah, parce il que s'appelle Frédéric Armand. on n'a pas beaucoup d'amis comme Voilà. ça. Il est français aussi. D'accord. Il avait un peu traversé le désert, mais après il est rentré. Mais c'était un très bon ami qui m'a aussi présenté parce que c'était une société. Lui, il avait le contrat d'électricité. Hmm. Donc, comme ça, il les connaissait. Donc, je reçois encore 30 000 euros. Je refais la même chose. Donc, les gars, ils étaient là. Ah, lui, on peut lui donner des bons contrats. Je me rappelle, de là-bas, le mec me donne un contrat de 250 000 euros. Waouh. Mais dans les 45 jours, j'ai commencé maintenant à fournir, livrer. Et comme j'avais les bons de commande, les banques ont commencé un peu à m'accompagner. Ok. Avec un taux d'intérêt, mais quand j'avais le bon de commande, on décaissait, mais je faisais le boulot. Après, je suis passé au Granit, qui était beaucoup plus gros. Ça, c'était les gros qui les avaient. C'était une société de transport, du coup, entre guillemets, que tu avais dans la Non, mine. au fait, je partais acheter du sable. Pour eux, J'achète le sable, oui. je loue le camion. Et tu livres. Je livre. D'accord. C'était C'était ça. que ça ton travail. C'était ça. Après, moi-même, finalement, j'ai fait 2 carrières de sable. À Hmm. Tonkoya, à Patea. Ok, comme ça, c'est toi-même qui. C'est chez C'est toi-même. moi-même qui les achètes carrières. Voilà. Et j'ai Magnifique. appris à acheter les machines. Magnifique. Après, j'avais mes propres camions. Hmm. Et ensuite, après, ils m'ont mis dans le contrat du Granit. Ça, c'est plus gros. Ok. Et qu'est-ce que j'ai fait pour les bluffer une fois, parce qu'ils avaient tellement de difficultés par rapport au Granit. Une fois, j'ai pris l'argent. Comme je sais qu'il y avait une grande plateforme, il y avait une entrée de plus de 2 ou 3 kilomètres. Je savais qu'il y avait de gros problèmes. J'ai commencé à sympathiser avec les gens là-bas. Je suis parti pour leur dire que je suis quelqu'un de très gros, parce qu'il faut bien se vendre. Bien sûr. Je suis allé voir mon grand frère qui a EasyCom, qui est une société finalement d'imprimés, parce que moi j'avais arrêté EasyPrint. D'accord. Mon grand frère a fait EasyCom. Et lui, il a fait ses études en management, communication, marketing, tout ça. Et donc, je suis allé, j'ai commandé des autocollants. J'ai loué 45 camions. J'ai mis des autocollants Easy Service sur tous les camions. Je suis venu, la nuit, je suis venu, comme les camions rentrent à partir de 9h sur la plateforme, Yeah. j'ai aligné les 45 camions sur tout le long de la route. Avec des autocollants. Avec des autocollants, Easy Service, tous remplis de granit. Donc, tous les directeurs, les grands directeurs, pays, tous, quand ils rentrent dans la plateforme, ils voient comme ça plus de 45 camions de 25 mètres cubes de granit garé. Mais c'est qui la société là? C'est qui la société là? Hmm. Donc, ils sont là, ils passent, donc ils ont vu Easy Service. Après, ils étaient là, j'ai versé tous les camions. Et c'était le seul argent que j'avais qui me restait. Le lendemain matin, on m'appelle. Oui, monsieur, on a besoin de faire un gros contrat avec vous. Bouf, on me fait un contrat de plus de 1 million d'euros. Waouh. Très, très inspirant. Comme ça, j'ai osé. Ils m'ont donné mon contrat de 1 million d'euros. Je suis venu voir la banque. J'ai dit, écoutez, là, maintenant, je suis pas en million, là. Donc, il faut maintenant qu'on commence à bosser, là. Comment tu as fait? J'ai dit, donnez-moi l'argent, vous allez voir. Donc, c'est comme ça. Après, je me suis associé à un monsieur. Je me suis associé. On a fait une carrière de granit. Bon, il avait une carrière de granit que j'ai fait la reprise. Ok. On a travaillé dessus pendant un bon moment. Et moi, j'anticipe un peu les choses. Parce que je savais que c'était de la prestation qu'on faisait. Et je discutais avec eux. Donc, la phase de construction et d'exploitation ne sont pas les mêmes. Ok. Parce que le minier, il est dans sa phase de construction, il loue tout.
Parce qu'il est sur 2 ou 3 ans. Mhm. Après, quand il passe dans sa phase d'exploitation, il ne va pas te louer le véhicule, il ne va pas continuer. Lui-même, il va prendre ses carrières de granit parce qu'il a besoin. Il est sur 15 ans. 10 ans, 15 ans, il ne va pas te faire, sinon il n'est pas rentable. Donc, après moi, j'ai arrêté. Je suis rentré à Conakry, je devais me marier et tout. Donc, je suis rentré. Et on est en 2000 combien là? 2019. 19, ok. Et il y avait la famille qui mettait la pression, je devais me remarier, tout ça. Donc, c'était un Donc peu... tout ce que tu faisais là, tu n'étais pas marié. Non, je n'étais pas marié. On va me parler tout à l'heure. Voilà. Et donc, ça s'est bien passé. Et donc, je suis rentré. Et j'avais un cousin qui a un projet immobilier qui est de grande surface. Et tout, j'avais commencé à construire et tout. Donc, je voyais qu'il y avait des problèmes immobiliers. Quand je venais dans les autres pays, c'est beau. Immobilier. Et chez nous, c'était pas un débat. C'était pas un sujet. Non, Donc, je rencontre un cousin, moi, qui avait un projet qui rêvait beaucoup et tout, qui est sur une très grande surface, mais qui travaille avec l'État et tout. Et donc, je me rappelle que on me disait, oui, maintenant que tu es marié, tu ne peux plus faire autant de risques. Parce que moi, tout le monde me connaît dans le risque. Tout le monde dans la famille. Aujourd'hui, c'est un millionnaire qui te parle, demain, c'est celui qui n'a rien. Ok. Lorsque tu me parles de projet, je suis dedans, je me lance. Et donc, voilà comment ça s'est passé. Je suis venu, je construisais 4 maisons. Je voulais faire une petite cité que j'allais mettre en location et tout. Donc, voilà. Ça, c'est sur fonds propres, du coup. Fonds propres, oui, avec l'argent que j'avais du cash. Ouais. Ça, je suis rentré à Conakry, j'avais de la liquidité. Et donc, comme je sais que je suis entrepreneur, je voulais au moins avoir cette fois-ci, vu que tu es marié et tout, tu as un enfant, il faut pouvoir... tu ne penses plus à toi seul maintenant. Ouais. Tu prends moins de risques normalement. Moins de risques. Et donc, j'ai dit, bon, je vais construire 4 maisons, je vais acheter... en tout, je vais me faire en tout 10 maisons. Moi, je sais que les loyers, là, le reste de l'argent, j'en ferai ce que je veux. Même s'il n'y a plus rien, au moins, il y a de quoi... Voilà, tu as un peu d'argent pour pouvoir subvenir aux besoins de la famille. Donc, c'est dans ça que je commence à découvrir un peu. Je vois des espaces partout, les gens ont peur. Je me rappelle quand je suis venu en Hollande, en Côte d'Ivoire et tout, les gens construisaient dans des eaux humides de nous, c'était un tabou chez nous et tout ça, ok. Donc, je discute avec mon cousin, je vois la façon dont il est en train de structurer les choses dans les pas. Et vous savez, la Guinée est régie par... Il y a des textes de loi, tout existe en fait. Ouais, maintenant, c'est l'applicabilité. C'est ça. Les gens n'aiment pas appliquer, les gens aiment les raccourcis. Bien sûr. C'est ça la vie. J'ai dit, je veux un espace, je vais faire une ville. Tu veux faire une ville. Je vais faire une ville. Ça, c'était le projet. Le projet. Je dis, je vais faire une ville. Je dis, enfin, je vais faire quelque chose qui est gros. Ouais, parce que tu as toujours rêvé de ça dès la base. Voilà. Donc là, maintenant, je vais me démarquer, j'ai envie de faire quelque chose de grand. OK. Donc tout le monde, que ce soit lors de mon mariage, non, tu ne peux pas le faire, construire un immeuble, il faut pas oublier, blablabla. Je prends mon grand frère, je l'amène, je dis, j'ai vu cet endroit. Mais quand tu voyais, je te montrais les images, c'était vide, il n'y avait rien, c'était la forêt, c'était la brousse, c'était la boue, c'était l'eau. J'amène quelqu'un pour qui me conseillait beaucoup, il me fait, Aliou, il dit, quand tu écartes cette boue, tu mets de l'argent, tu fermes, le lendemain, tu viens. Est-ce que tu vas retrouver l'argent? Je dis non, il dit, ça, c'est une perte, c'est trop gros, il faut arrêter, c'est pas possible. Ok. Je réfléchis. Ma mère, on va voir ma mère. Ah, écoute, tu connais Aliou, quand il a de l'argent, il va aller pour investir, blablabla. Ma mère commence à me mettre la pression, tout ça, il faut pas, tu sais, maintenant, tu n'es plus seul. Ok. Même me connaissant, je sais que j'allais. Tu n'étais pas en paix, entre guillemets. Voilà, je n'étais pas en paix. Je suis parti, j'ai fait ma transaction. J'ai fini de faire ma transaction. Maintenant, obtenir les papiers, c'est tout le problème. Parce que nous, chez nous, là-bas, on est habitué dans l'informel, ce qui est dommage. Il faut que les gens sortent de l'informel. Parce que les gens restent dans l'informel et après, quand il y a des problèmes, ils sont en train de dénigrer. Les gens t'achètent des maisons, des terrains, avec juste des donations pour te dire. Une donation n'est pas un acte de propriété. C'est un titre foncier. Ce que je dis aux gens, quand les gens disent oui, mais quand tu achètes, l'État vient retirer, ou bien on te dit qu'il y a des problèmes. Ça, c'est les peurs de beaucoup de gens. Mais non, mais c'est. Au fait, pour moi, ce que tu ne peux pas faire ici, ce que je dis, chaque fois je dis, mais ce que tu n'as pas fait en France, pourquoi tu veux le faire en Guinée? Est-ce qu'en France, ici, tu peux acheter un terrain, un appartement, sans avoir vu le titre de propriété? Ok. Non. Nous, ici, les gens, tu dis, quel est le papier que tu as? Ah, j'ai un plan d'aménagement, j'ai une donation, mais une donation, ce n'est pas un titre de propriété. C'est comme un véhicule. Quand tu l'achètes, tant que tu n'as pas la carte grise, elle ne t'appartient pas. Non. Et après, quand l'État vient pour dire j'en ai besoin, je retire, oui, il le retire, parce que ce n'est pas pour toi. Si l'État te donne, il te donne un titre. Okay. Et la réalité que les gens ne veulent pas chez nous, ils la veulent. La réalité qu'ils n'ont pas ici, ils la veulent chez nous. C'est ça. Et les gens aiment les raccourcis parce que je connais le ministre, je connais le directeur, il vient me signer seulement mon papier. Pour moi, c'est un manque de... Après, pour moi, il faut respecter les étapes. Ici, même si tu connais le ministre ou tu connais le président, il ne peut pas te donner certaines signatures.
Il va te dire, respecte la procédure, je C'est peux ça. te faciliter Tu la passes procédure. par la procédure. La procédure, mais nous ici, on aime les raccourcis de procédure, donc ton document, il est illégal. Ok. Donc moi, c'est ce qui s'est passé. Tout le monde me dit, non, commence à vendre un peu pour récupérer ton argent. Je dis, non, je vais obtenir mes documents. Et je me Les suis gens voulaient que tu commences déjà à vendre ça même. Ouais, comme ce que les Du gens coup, font, tu es tu dans l'illégal, morcelles. toi aussi tu rentres dans l'illégal. Voilà, pas ainsi de suite. l'illégal, mais bon, tu Ouais, c'est ce facilites. qu'ils pensaient, quoi. Voilà. Parce que si t'as pas les papiers officiels. Voilà, ou normalement, bien c'est oui, facile. après tu vas avoir. Nous, on fait, après on dit on va avoir devant. Hmm. Non, moi, j'ai pas l'outil, j'ai fait tous les papiers. J'ai demandé comment ça se passe. J'ai regardé, j'étais avec les chefs de section, les chefs de division, les directeurs nationaux. Après, c'est venu les secrétaires généraux, les chefs de cabinet, jusqu'au ministre. Moi, tout le monde pense qu'Aliou fait des choses en grand, je connais le président. Non. Tu négliges ce directeur de division, mais c'est lui le technicien. Mhm. C'est lui qui connaît. C'est lui. Par lui, tu vas passer. si C'est tu par vas lui. aller plus Après, loin. oui, après tu respectes les procédures. C'est ce que j'ai fait. Ok. Et après, aujourd'hui, tout le monde est étonné. Mais comment il a fait pour obtenir un si gros titre? Parce qu'au moment où les gens cherchaient à vendre, moi, je suis allé dans un endroit un peu plus reculé. Et mon idée, c'était de faire une ville à l'image des autres pays. Hmm. Parce qu'il y a un bien-être, il y a un confort de vie. Et c'est pour ça que les gens n'aimaient pas. Et après, j'ai ramené un monsieur qui est très influent, qui est mon parrain d'ailleurs, qui a été une grande école pour moi, qui est une grande école, qui m'a toujours coaché. Parce que tu sais, après, les gens, avec le temps, Mhm. quand ils voient que tu es courageux, tu es tenace, tu te bats, Finissent par te soutenir. ils finissent par te soutenir, même si tu échoues. Yeah. Moi, par exemple, tu échoues, j'ai plus de respect pour quelqu'un qui passe son temps à échouer et à se refaire que quelqu'un où tout est allé. C'est ça. C'est ça le plus important. Mhm. Aujourd'hui, j'ai plein de gens qui sont là, qui me soutiennent, qui me suivent. Mais je me rappelle quand j'étais au début de ce projet, il n'y avait personne. Hmm. Mais personne, personne, personne. C'est assez inspirant quand même. Donc ce monsieur m'a accompagné. Je suis allé, j'ai continué à bosser. Donc quand j'ai obtenu tous les papiers, que ce soit Et là, tu achètes combien d'hectares? j'achète 167 hectares 167 hectares. à Conakry. Wow. De Sonfonia à Simanteri. De Sonfonia à Samatra en Soumania. C'est le projet d'Ansoumania B2D. D'accord. Et C'est là donc, que ça prend le jour du coup. ça prend le jour. On commence, on démarre le projet. Et au début, j'avais personne qui pouvait m'accompagner. L'idée du projet, c'est quoi globalement? C'est de faire une nouvelle ville de moyen et de haut standing. Ok. Aujourd'hui, où il y a une certaine urbanisation qui est respectée. Par exemple, nous, on a fait des études VRD, qui sont les voies et les réseaux divers, ou les caniveaux pour éviter les inondations, là où l'électricité va passer, là où les eaux vont passer, le système d'égout. Et tout ça, ce sont des études qui doivent être faites au préalable. Ce qui manque chez nous, dans les autres villes, parce que les gens ont construit un peu de façon anarchique. Oui, oui, oui. Quand on dit que la population en avance sur l'État, les gens construisent, après l'État vient pour le faire parce que c'est le ça, rôle de l'État. pour réorganiser les choses. Réorganiser les choses, mais après ça devient difficile parce qu'il faut beaucoup de casse. Donc, et vu qu'il y a beaucoup plus de politique qu'autre chose, il faut éviter le mécontentement de la population. Il y a tout Pour ça une population qui ne veut pas comprendre, donc c'est difficile. C'est tout ça qui ralentit le pays. Et ralenti. Et donc, moi j'ai dit non, ça va être différent. Donc je l'ai fait. J'ai commencé à bosser dessus. Après, tout le monde venait me dire, mais pourquoi tu mets ton argent dans les études, c'est trop cher. Après, j'ai fait les études d'impact environnemental et social jusqu'à l'obtention du certificat de conformité environnementale. Ça m'a coûté cher. Je me rappelle, il y a moins de 2 ans, j'ai vendu mon véhicule. Non. Au moment où que les gens me disaient, ah lui, il a l'argent, ah lui, assis, j'avais besoin de 25 000 euros. J'ai vendu mon véhicule, un véhicule que j'avais acheté à 40 000. Je l'ai vendu à 25 000 pour obtenir mon papier. Pour te dire jusqu'à quel point, parce qu'il faut y croire d'abord. Parce que quand moi, les gens venaient, tout mon projet était dans ma tête. Donc quand je parlais, tu vois, les gens, ah, lui, tu rêves beaucoup. Mais j'avais personne. Ok. J'avais que ma mère qui me soutenait, mon grand frère, comme ils me connaissent. Mais il faut juste, parce que nous, la famille, elle est très soudée. Et donc, voilà, je l'ai fait. Après, ça a commencé à faire les travaux. Je fais une première inauguration. Oui, bon, Aliou, quand tu auras les papiers, tu peux vendre. J'ai les papiers. Contrairement à mon voisin qui est à côté qui n'a pas de papiers, les gens achètent plus chez lui. Ok. Ok. Après, on me dit, il faut faire la route. Je prends l'argent de gauche, droite, prendre l'argent des gens. Je fais la route. Ah non, mais tu sais, ta vision de ton projet, parce que moi, j'ai scindé. Je dis, il y a une zone commerciale, il y a une zone résidentielle. Ok. Tu ne construis pas comme tu veux. Ce n'est pas parce que tu as le terrain, tu achètes comme tu veux, tu construis comme tu veux. Non. Pour moi, la zone résidentielle, c'est une zone vraiment résidentielle. C'est des R+1. La zone commerciale, là où il y a beaucoup plus de bruit, c'est une zone R+4. Les voiries sont très grandes, les caniveaux sont là. J'ai fait des parcs, je t'ai fait marcher, centre commercial, il y a des parcs, il y a des aires de jeu, il y a tout ça. Je viens voir bientôt là. Inch'Allah. Donc c'est comme ça. Et quand je disais non, à lui, ça rêve trop, c'est pas possible, je dis c'est possible. Si les autres ont pu le faire, moi aussi je pourrais le faire. La roue ne se réinvente pas Yeah. aujourd'hui. Il n'y a plus
d'inventeurs. Il n'y a que des chercheurs parce qu'on cherche à développer ce qui existe déjà. Il n'y a plus rien à inventer. Yeah. Donc, on est resté dans ça. Et donc, après le projet, les gens commencent à voir. Donc, après, il faut rechercher des ressources parce que les gens qui viennent, ah, moi, si je paye, je fais ce que je veux. Je dis non. Donc, je n'ai pas le client. Parce qu'il faut pousser les gens à avoir ta vision. Donc, on ne peut pas faire du n'importe quoi. N'importe quoi. Boum. Qui vient. Au moment où le projet commence à prendre un peu forme, j'ai commencé à prendre des prêts. Boum. C'est le CNRD qui arrive. Ok. Le 5 Les septembre. militaires au pouvoir. Les militaires au pouvoir. Et là, qu'est-ce qui se passe pour toi? Et tu sais, quand il y a un nouveau régime, il y a un nouveau système, il faut revoir tout. Donc, un des premiers actes qu'ils avaient pris, c'était la récupération des biens de l'État. C'était d'arrêter tout, parce qu'il y avait une anarchie totale. Dans le pays. Une anarchie totale dans l'urbanisation, parce que moi, j'aime bien parler de mon secteur d'activité. Ok. Ouais, déjà, moi, je peux dire dans le pays. Voilà. Quand on regarde de façon panoramique. Voilà. Ouais. Donc, finalement, ils ont dit qu'il n'y a plus d'aménagement. Temps de revoir. Donc, pendant une année, pas d'activité. J'avais pris tous les fonds que j'avais mis. Pendant une année, rien. 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 Ton projet, il est arrêté. Oui, parce que on t'a retiré les terrains ou pas? Non, ils ont dit que tout le monde arrête le temps Mais de tu vérifier. arrêtes. J'arrête. Donc, tu arrêtes, tu n'as plus d'argent, tu n'as plus d'entrée d'argent. Et tu fais quoi à ce moment-là? Mais je reste à la maison. Comment ça se passe pour toi? Comment ça se passe pour tes proches? Est-ce que les gens n'ont pas finalement raison de toi à ce moment-là en disant on t'avait dit, faut pas rentrer dans ça, on t'avait dit, mets pas ton argent dedans? Comment tu vis ça et comment les gens réagissent autour de toi? C'est le moment de doute, comme pour tout entrepreneur. Mhm. Est-ce que. Mais après, comme je dis, je n'ai pas peur de l'échec. C'est pour ça que je réussis toujours. Parce que je n'ai pas peur de l'échec. S'il faut le refaire, je vais le refaire. Ok. Mais ça m'a coûté plein de choses. Ma vie personnelle, ça m'a coûté plein de choses. Vie personnelle, c'est-à-dire? Oh. Marié à ce moment-là? Oui, marié. Quand on te retire ce projet? Ouais, marié. Comment ça se passe après dans la famille avec ta femme? Déjà, quand tu te lançais dans toutes ces folies, est-ce que ta femme, elle était dans ta vision à ce moment-là? Oui, parce que moi, parce que j'ai toujours... En fait, j'ai grandi dans un milieu où tu partages tout avec ta femme. C'est la famille, c'est ta femme, tes enfants et le reste. Et tu penses qu'on devrait partager tout avec notre femme? Il y a beaucoup de sujets comme ça. Hein? Oui, parce que pour moi, quand tu décides vraiment, c'est pour ça qu'il faut bien choisir sa femme. Il faut que tu aies une femme qui ait la même vision que toi, qui sache qui elle est, avec qui elle se marie. Par exemple, j'ai vu une blague, par exemple, sur les réseaux sociaux. Une fois, il y a quelqu'un qui écrit un post et dit, en te mariant, madame, en te mariant avec un entrepreneur, fais attention, parce qu'un jour, tu peux rentrer à la maison, il a vendu votre lit. Pour une opportunité. Il y a moyen. Voilà. Yeah. Et donc, c'est un peu pour dire. Donc, c'était ça, moi, en fait. Pour moi, quand on est jeune, on travaille. Et après, tu te fais une retraite dorée. Ok. C'est ça. Mais après, quand tu es vraiment habitué à travailler, tu ne peux que travailler. Là, je suis venu en vacances, comme tu l'as vu. Ouais, mais tu es stressé. Là, je suis stressé, j'ai envie de rentrer, voilà. Et ça m'a coûté, je pense, en partie. Parce que après, le fait que j'étais très, très actif avant, tu n'as pas le temps de voir certains détails et tout. Bon. Après, ça crée pas mal de problèmes. Du coup, l'entrepreneuriat t'a coûté un peu ton mariage ou pas? Coûté beaucoup. Parce que ça m'a permis, quand les activités s'arrêtent, tu es plus à la maison, tu commences à remarquer pas mal de choses. Les choses deviennent un peu plus compliquées et tout, donc ça n'a pas duré. Quand je parle de ça. Ok, donc ça m'a coûté plein de choses, parce que ça m'a coûté tout ce que j'ai de plus cher. C'est quoi? Ça m'a coûté ma vie de famille. D'accord. Et ça m'a fait perdre la chose que j'ai le plus cher au monde il y a quelques mois. J'ai perdu mon fils, mon seul et unique enfant pour le moment. Je suis désolé. Qui avait 3 ans et demi et c'était très compliqué. Et tu te sens responsable de cela en quoi? Non, Pas franchement. responsable aussi. Si, parce que peut-être que si. Après, vous savez, le destin, il est inévitable. Ça, c'est sûr. Et j'ai beaucoup de foi. Je m'en remets à Dieu parce que pour moi, il ne peut pas tout te donner. Il te donne ça, il te retire ci, après il te donne mieux. Yeah. Et après, tu vois, ce qui est difficile, quand on me disait, écoute, Aliou, remarie-toi, il faut que tu commences à te remarier, tu es en train d'arriver à un certain niveau. Je disais, écoute, Dieu m'a déjà donné un enfant, en plus c'est un garçon. Okay. Donc, quelquefois, tu peux avoir 10 enfants, ils servent à rien. Parce que tout le temps, ma mère me disait, écoute, aujourd'hui, ma plus grande fierté, j'ai que 2 garçons. Mais au moins, je sais que je ne laisse pas un fardeau pour les gens. Yeah. Je laisse une solution pour les gens. Et
pour moi, je me suis dit, je vais investir sur mon fils avec mes petits-neveux. Donc Donc, c'était un peu ton espoir après ton voilà, divorce. voilà. Parce que je me disais, je me reconstruis. Je construis ce que je construis là. Aujourd'hui, ça a de la valeur, mais ça aura encore plus de valeur dans quelques années. Et dans beaucoup de familles, tu n'as pas d'héritier, tu n'as pas quelqu'un qui suit un peu. Parce qu'on a vu de grandes familles chez nous où le papa a beaucoup travaillé, après les enfants se sont bagarrés sur l'héritage, C'est ils n'ont ça. rien fait. Et moi, c'était ça, en fait, mon fils. Je me suis dit, je vais construire quelque chose pour lui. Et je vais le mettre à côté et tout. Ok. Et en 17 juillet, je l'ai perdu par Mhm. noyade. Il tombait dans la piscine et tout ça. Ouais. Mes sincères condoléances. Je sais que c'est pas quelque chose de simple pour toi. Tu peux prendre le temps de souffler. Je sais que personne ne peut ressentir ce que tu ressens, entre guillemets. Et comme tu l'as dit, en fait, tout ce que Dieu fait est bon. À partir du moment qu'on est croyant, il y a des choses qui vont nous arriver aujourd'hui. C'est la pire chose qui peut nous arriver. Et puis plus tard, Dieu nous apporte encore quelque chose d'autre auquel on ne s'attendait pas. Donc tu as le droit de vivre ça. Ouais. Ça va aller? Oui, ça va. En tout cas, tu es quelqu'un Donc, de assez fort. ouais. Je vais rebondir un peu sur un... Et après ça, j'ai Oui, fait une fondation au nom de mon fils. Parce que d'accord. Tu as créé une fondation je pour le peux honorer sa mémoire, du coup, honorer tout sa ça. mémoire qui s'appelle Bébé Ibrahima, Fondation Bébé Ibrahima, qui œuvre dans l'éducation des enfants, l'assistante parentale et, et aider aussi. Parce que on a fait déjà, bon, avant je faisais pas mal de dons, mais je le faisais de façon privée. D'accord. Et aujourd'hui, avec la fondation, on s'occupe d'un orphelinat, la voix des sans-voix, on a changé les toitures, on a mis des écrans, on donne de la nourriture. Ça, c'est suite à la mort de ton fils, du coup. Ouais, mais Qu'est-ce que cela te fait aujourd'hui de contribuer comme ça de façon humanitaire? déjà, de nature, je pense être très généreux, Mhm, de nature. Mais pour moi, parce que tout ce qu'il y a là aujourd'hui, pour moi, c'est pour lui. C'était pour lui, en fait. mhm. Donc pour moi, c'est un peu de lui rendre ce qui lui appartient. Ok. Et il y a eu pas mal de soutien, les gens qui sont venus pour saluer. J'ai eu plus de 100 millions, Plus de 10 000 € 10 000 pour euros de de salutations déjà. salutations. Donc Ça j'ai fait pris ça. plaisir, ça. Voilà, et moi, j'en ai pas besoin. Je sais, mais ça fait toujours chaud au Plaisir, cœur. voilà. Pas que, Et que pas, la pas, mobilisation, les gens qui exactement. sont venus. Pas les finances. Exactement. Et je me rappelle qu'une fois que le grand imam de la mosquée m'a dit, Aliou, il dit, il y a des gens qui prient Dieu pour avoir ce que tu as. Ce que tu as avec ton âge et tout, le monde qu'il y a eu. C'est pas l'argent qui te le donne, c'est pas le pouvoir. Et c'est tout ça là qui m'a un peu consolé parce que je me suis dit que je vais continuer à œuvrer. Donc, on est en train de refaire toute une école qui a été faite depuis 1960, qui reçoit 300 élèves. On va offrir des forages. Il y a 2 forages qui sont déjà prévus. Mhm. On va parrainer 10 enfants en milieu scolaire et offrir 100 kits scolaires. Ça, c'est pour cette première phase. On a eu aussi l'agrément. Ok. Et pour moi, c'est une façon de l'honorer et que, je sais pas, enfin, De lui j'ai pas rendre ce encore le qu'il lui mot, doit, voilà. entre guillemets. Ok. Pour le moment, c'est un sujet, je sais pas, mais j'essaie de relativiser les choses. Bien sûr, bien sûr. Et j'y crois. Je crois en Dieu. Je sais qu'il va pas me lâcher comme ça. Non, non. J'ai Et une petite voilà. question justement par rapport à cela. Suite à cela, aujourd'hui, tu es un entrepreneur, un grand entrepreneur qui est quand même reconnu dans le pays et j'espère à l'international aussi. Peut-être même à travers cette vidéo, beaucoup de gens te découvrent aussi. Ça fait plaisir. Et ma question, c'est de savoir, est-ce qu'aujourd'hui, tu n'as pas peur du coup, du fait de ne pas pouvoir fonder une famille? Parce que on connaît aujourd'hui beaucoup d'entrepreneurs. Lorsqu'on regarde les grands entrepreneurs, les Aliko Dangote, les Jeff Bezos, ainsi de suite, les Elon Musk, c'est des gens qui ont souvent des problèmes. C'est-à-dire financièrement, c'est les meilleurs. En termes d'entrepreneuriat, c'est les numéros un. Mais en termes de vie, de famille, c'est toujours assez compliqué. Est-ce que tu n'as pas peur aujourd'hui, en quelque sorte, de te dire, ah, ça va être difficile pour moi de pouvoir fonder une famille, au vu déjà de ton rythme de vie? Tu es ici, ici, ici. Même ici, tu me dis que tu es en vacances, mais le café que j'ai pris avec toi, ton téléphone n'arrêtait pas de sonner. Donc, est-ce que tu n'as pas un peu cette peur-là ou comment tu te prépares par rapport à cela? Bon, aujourd'hui, ma priorité, c'est de refonder une famille. Parce que pour moi, la famille, Mhm. un homme sans famille, tu n'es rien. En gros. L'argent, c'est bon, c'est bien, tu as le prestige, tu as les honneurs, tu as le respect, la considération. C'est beau ça. Mais Mhm. après, tu rentres seul chez toi. Yeah, yeah. Une fois, j'ai vu une citation, sans forcément vouloir te couper, Mm. qui disait que c'était une vidéo. Il disait que tu ne te rendras pas compte à quel point tu es seul, sauf quand tu passes toute une journée, tu vis des choses, et puis le soir, tu rentres chez toi, mais tu n'as personne à qui raconter ta journée. Exactement. Donc, et ça, moi, ça me renvoie à un message qui dit que
Quand on entend certaines personnes dire que l'argent tout seul ne fait pas le bonheur, ça ne veut pas dire soyez paresseux, ne cherchez pas l'argent. Non, pour moi, l'argent, c'est hyper important. Mais voici des domaines dans lesquels l'argent ne peut pas combler, entre guillemets, ce vide-là. Oui, c'est vrai. C'est vrai, mais après, l'argent est une solution aussi à Ça tout. aide quand même. Voilà. Ça veut dire, ça te donne la Ouais. facilité. J'en parlais avec moi tout. Tu peux t'arrêter dans ta petite voiture, tu vois quelqu'un, ainsi de suite. Voilà. Mais, Mais c'est pas ça, en fait. C'est pour ça que je dis, il faut savoir choisir sa femme. yeah. Je pense que c'est la première expérience. Parce que tu sais, moi, en fait, ce travail, mon boulot a excellé. Mhm. Quand on m'a bloqué, il y a eu cette séparation qui était très difficile pour moi, je n'ai eu qu'une solution. Tout était dans mon travail. Donc, je Focus. bosse Focus. focus que sur ça. OK. Que focus. Et aujourd'hui, je me rends compte qu'avec tous ces événements qui se sont passés, je m'assois, je dis, mais Ali, tu as quoi d'autre? Parce que comme moi, je ne travaille pas, Mhm. je Ouais. n'ai rien à Ouais, faire. tu t'ennuies. Moi, je Je me m'ennuie. retrouve un peu en toi. Voilà, je m'ennuie. Je, Tu te sens pas bien, Voilà, quoi. je me sens pas bien. Mhm. Je n'ai que ça, en fait, aujourd'hui. Les moments où j'ai un peu de familiarité, c'est quand je viens voir ma mère, ou bien mon grand frère avec ses enfants, mais ce sont mes neveux, mais c'est comme mes enfants. Yeah. Ce sont les seuls moments que D'accord. j'ai Mhm. de famille. Mais tout le reste, mes amis, tout ce que j'ai aujourd'hui est concentré autour du travail, autour de mon boulot, autour de mon business. C'est pas dangereux, ça? Si, si, parce que tu n'as personne d'autre à qui parler. Mhm. Tu n'as Et pas qui c'est voit. quoi ton projet aujourd'hui? Ou même, entre guillemets, tu peux soit parler de toi, soit donner un conseil à un entrepreneur. Peut-être même moi, je prendrais ton conseil. À un entrepreneur qui se bat, qui fait de l'argent, ainsi de suite, mais qui a envie de fonder une famille. Alors qu'il y a aussi cette peur-là de certaines personnes, pas forcément chez toi, je ne sais pas, mais on sait que c'est toujours plus facile de trouver le véritable amour quand on est en bas plutôt que quand on est au sommet. Aujourd'hui, je te présente, je prends une photo de toi, je dis, je vous présente Monsieur Aliou Dieng, le PDG de B2D Immobilier. Forcément, tu présentes ça à 80% des femmes, elles vont le prendre parce qu'il y a la sécurité là. Donc, est-ce que il n'y a pas cette peur-là de se dire, ah, est-ce que les femmes vont forcément m'aimer pour moi ou plutôt pour mon niveau de vie que j'ai atteint? Ou quel conseil tu donnerais à un entrepreneur de ton niveau, même au-dessus ou même en dessous un peu, qui aimerait, quand tu dis bien choisir sa femme? En fait, pour moi, c'est se construire avec sa femme. Yeah. Aujourd'hui, on a plus de gens qui veulent se construire à travers toi que des gens qui veulent construire avec toi. C'est ça la différence. Je te laisse expliquer un petit peu. Par exemple, comme tu l'as dit, Mhm. c'est facile de venir dire oui, il a la maison, il a la voiture, je viens. Mais après, pour un homme, tu deviens comme un meuble. Mhm. Mais lorsque tu construis une maison avec quelqu'un, vous posez brique par brique. Mhm. Un meuble, tu peux le sortir tout de suite de la maison, ça ne dérange en rien dans la maison. Yeah, yeah. Parce que tu viens, tu trouves que je suis accompli, j'ai tout. Mais tu n'auras pas la même considération pour quelqu'un qui est venu avec qui tu as construit cette maison. Même si ce n'est pas forcément les moyens financiers, mais le La mental, philosophie. l'accompagnement, la personne est là, tu sais que la personne est là pour toi, pour te reconforter, quelqu'un sur qui tu peux compter, parce que ce qui est difficile, plus tu montes, plus tu as du mal à tomber sur des gens sur qui tu peux compter. La confiance, La quoi. confiance. Ça devient difficile parce qu'à un moment donné, il est très compliqué de distinguer quelqu'un qui est là pour le moment ou bien qui est là avec toi. Yeah. C'est très difficile à un moment donné. Parce que dès que tu tournes, oui, ah ça, oui, tout le monde est là. Yeah. C'est compliqué. Et comment tu fais? Est-ce que tu as des... Ou bien tu cherches aussi des clés par rapport à cela? Non, forcément pas. Je me dis, à un moment donné, je ne sais pas si je dois chercher, peut-être que ça viendra. Mhm. Je ne force pas les choses. Yeah. Mais j'en ai bien envie. Peut-être que ça se dit pas. Mais tu vois, tu as besoin de construire une famille. Mais c'est pour ça que je dis, il faut savoir tomber sur la bonne femme Yeah. qui sait ce qu'elle veut, qui va te dire, je veux aller là, je veux faire ça. Moi, par exemple, mon plan avant, c'était, moi, je suis un homme d'affaires, je veux une femme carriériste. Ok. Les affaires, aujourd'hui, c'est bon, demain, ça ne peut ne pas aller. Mm. Tu comprends? Mais Yeah. au moment, à la tendance, tu as une femme qui fait de la carrière. Mhm. Parce que moi, j'ai eu un père et avec une mère qui a fait une très grande carrière, que j'ai vu comment mon père l'a accompagné. Et au moment où mon père n'était plus là, quand il est décédé, c'est ma mère qui a pris le Messie. Il avait bloqué dans son expansion, dans sa carrière. Je ne serais pas là où je suis aujourd'hui parce qu'elle a Ok. beaucoup participé. Ok. Et donc, pour moi, c'était ça mon exemple. Je suis là aujourd'hui, tout va bien. Demain, ça peut ne pas aller, mais tu as besoin d'une femme parce que moi, j'allais participer à la carrière de ma femme. Moi, je me disais toujours, mon rêve, c'est de voir ma femme venir. Je l'accompagne dans des grandes galas ou bien dans des grandes conférences. Yeah. On dit, ah, ça, c'est Madame Dieng. Je trouve Ça ça fait prendre des magnifique. trucs. Et moi, c'était ma plus grande fierté. Et au moment où ça ne va pas, Mhm. au moins, vu qu'elle a fait une carrière et tout, Elle peut aussi reprendre le ce- relais. reprendre le relais, au moment où ça,
que tu te remettes de tes affaires. Parce que la Yeah. vie, elle est faite de haut et de bas, surtout pour les hommes d'affaires, pour les entrepreneurs. Ok. C'était un peu ça mon Yeah. plan. Moi, en tout cas, à moi. Mhm. Donc, après, comme je dis, il faut trouver la femme qui a la même vision, Bien qui sûr. sait que, bon, écoute, on a cette vision ensemble, on se bat pour arriver à ce niveau. Mais une fois qu'on arrive à ce niveau, il faut que tu arrêtes, il faut que tu fasses, il faut que tu... Parce que moi, par exemple, je peux te passer 3 jours à mon bureau. 3 jours au bureau. 3, 4 jours. Ça me dit, et qui m'attend? Il n'y a que mes chiens qui m'attendent dans la maison. Et je suis plus confortable, laisse-moi te dire, je suis plus confortable à mon bureau maintenant Mhm. que chez moi. J'imagine, parce que Tu vois. le travail devient ton addiction. Voilà, en fait, c'est ça, je suis arrivé à ce niveau. Et voilà, on laisse les choses se faire. Ça va Peut-être qu'un venir jour, voilà, naturellement. ça va venir naturellement. Et Un jour. moi j'ai un petit truc à rajouter sur ça. Ce que tu dis, c'est assez important. Mhm. Mais c'est quelque chose, qu'on ne cherche pas. Et de deux, certes, on peut avoir cette peur-là parce que c'est quelque chose que, à mon petit niveau déjà, j'ai ressenti plusieurs fois. Mais je me dis, certes, il y a des gens qui bondissent sur l'opportunité par-ci par-là, mais il y a aussi ces femmes-là qui peuvent te voir, peu importe ton niveau, qui s'en foutent de ton Ouais, niveau, exactement. qui voient juste ta vision ou qui épousent un peu ta bravoure. Et quand tu Exactement. tombes sur ça, je pense que Tu entre as le guillemets, jackpot. entre guillemets, t'es très bien tombé. Et, Ouais, vas-y. et aussi, pas dire de pas chercher, hein, parce qu'il faut aussi se mettre dans un cadre. Oui, quand même. Parce que si tu n'es pas dans le moi, par exemple, aujourd'hui, dans mon milieu, ça va être, dans mon cadre, ça va être très, 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 très difficile de pouvoir trouver parce que je chante le boulot, je chante des C'est réunions, vrai. je chante C'est vrai que des tu es un paquets. chantier. Tu m'as dit Voilà. même que tu mets rarement un costume. C'est ce que Je- tu m'as dit. La dernière fois que j'ai mis un costume, je pense qu'il y a 8 mois ou 6 mois, j'étais allé au Congo. Ouais, Et ça aussi, c'est parce qu'on ne pouvait pas me recevoir en jean ou en polo. ok. Donc, Ouais. j'étais obligé d'aller acheter un costume, je l'ai porté, je suis parti. Non, c'est vrai qu'il faut créer le cadre aussi. Il faut Voilà, créer la après- situation. Parfois, on peut Exactement. provoquer les opportunités. Voilà. Et à tout entrepreneur qui suit cette vidéo, travaillez, soyez acharnés, cherchez l'argent, accomplissez, bâtissez des empires. Mais n'oubliez pas aussi que la vie, pour moi, il y a un triangle. Il Un faut triangle à l'humaniser. 3 côtés. Donc, tu as le côté travail, il faut être passionné par ce qu'on fait. Il y a le deuxième côté qui est l'argent. L'argent, c'est important. C'est important de faire de être une bénédiction pour soi et aussi une bénédiction pour d'autres. Mais il y a un troisième côté qu'il ne faut pas négliger, c'est l'amour, c'est la famille, L'humanitaire. c'est ce côté-là, ce côté relationnel. Voilà, c'est vrai. On a besoin de ça. Et pour ça, même si je travaille assez dur, je me prends un petit week-end, je me dis, bon, là, allez, il faut que je sorte un petit peu pour voir quelques copains à moi qui sont un peu dans la même philosophie. On va Exactement. boire un petit verre quelque part, discuter. Peut-être que là, par hasard, je ne sais pas, je vais tomber sur une petite... Voilà, c'est ça. Et là, ça peut conclure à quelque chose. Exactement. Yeah. Donc, C'est ça. et juste une petite question pour finir ce point-là, qui est pour toi. C'est, est-ce que selon toi, tu recommandes plutôt à un entrepreneur, un très grand entrepreneur ambitieux, d'être plutôt avec une femme aussi qui entreprend, ou plutôt d'être avec une femme qui est carriériste, comme tu dis, avec tes expressions? Bon, tu sais, après, moi, je suis très mal placé. Non, Je pense selon pas. toi, Bon, selon ta vision. ma Là, on n'est vision, pas moi, sur par une exemple, vérité universelle, voilà, mais moi, sur ton avis. toi. moi, à moi, sur mon avis, il faut, au fait, il faut une complémentarité dans la vie. Moi, je suis, par exemple, très chaud, très nerveux, speed, tout ça. Il me faut quelqu'un de beaucoup plus tempéré Ok. qui va essayer de calmer les choses quand tu es là, qui va calmer. Moi, par exemple, en termes de gestion, je ne sais pas le faire. Je ne sais pas gérer. Ok. L'argent, tout ça là, tu mets 100 millions ici, excuse-moi quoi. Tu me dis, ah lui, il y a une opportunité, c'est 90 millions. Ok. À peine je sortais avec les 100 millions, je les mettre les 90 millions. Après, écoute, il y a quelqu'un qui a des problèmes et tout, ah lui, j'ai besoin de 11 millions. Ok, attends-moi, je donne 10 millions, je vais prendre un prêt d'1 million, je te donne. Et je rentre à la maison, ah mais en gros, je n'ai plus rien là. Ok. Ça, c'est Aliou. Mais du coup, Aliou a besoin, entre guillemets, De de ce que tu quelqu'un veux qui dire. sait gérer, qui sait tempérer, qui sait... Bon, bref, tu vois un peu. Ta réponse, du coup, Voilà. c'est l'équilibre. Oui, c'est l'équilibre. Il faut avoir une complémentarité. Si tu as quelqu'un qui est exactement comme toi, ça passe C'est pas dangereux, beaucoup. il n'y a plus personne qui arrête. Il faut qu'il y ait quelqu'un qui freine un peu. Vous allez vendre du coup l'appartement ou... Voilà, et la exactement. Après, vous retrouvez dehors. Ouais. Et donc, c'est un peu ça. Ok, c'est inspirant, c'est inspirant. Et aujourd'hui, je vais te poser quelques dernières questions, le temps qu'on finisse. Quelle est ta vision aujourd'hui de la Guinée? Où est-ce que tu vois ce pays dans 5 ans? Est-ce que tu vois ça plutôt positif ou quelle est ta position par rapport à cela? Écoutez, moi, je dis tout le temps aux gens, le rêve, il existe en Guinée. Les gens, peut-être, on est toujours dans la critique et la négativité. Mhm. Il faut qu'on sorte un peu de ça. Le Guinéen est dans Beaucoup critiqué son pays. critiquer.
Comme on dit, critiquer, c'est bien. Mhm. Mais quand tu critiques une chose, tu n'avances pas. Ok, tu as fini de critiquer. Et tu salis aussi Commencer l'image. à donner une solution, déjà, c'est déjà avancer d'un pas. Yeah. Mais nous, on sait que critiquer, on est beaucoup dans la négativité. Quand vous prenez, par exemple, le Guinéen lambda, tu lui dis ça, non, je ne vois pas si, non, c'est comme si, non, c'est comme ça. Ça fait, on n'a même pas essayé. C'est pour ça qu'on n'arrive pas à commencer les choses. Contrairement aux autres communautés. Toi, par exemple, la dernière fois, quand je t'ai vu, qu'est-ce que je t'ai dit? Je t'ai dit, je te connaissais, je te voyais. Mais tu aurais été d'une autre communauté, on t'aurait vendu plus. Ouais. On t'aurait donné une plus grande autorité. Et donc, ça t'aurait poussé à vouloir faire mieux. Moi, dans mon milieu de l'immobilier, c'est la même chose. Je suis venu, j'ai dit, il faut qu'on fasse les choses de façon normale parce que ça existe. C'était très difficile. Mais aujourd'hui, l'État commence à voir, il commence à m'accompagner, il commence à me prendre comme référence. Aujourd'hui, je commence à travailler avec des banques. Dis-moi quelle est la société immobilière en Guinée qui l'a faite. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Aujourd'hui, pour passer à un autre niveau, pour ne pas être au niveau local, j'ai recruté quelqu'un qui a plus de 15 ans d'expérience en France ici, qui a travaillé dans les plus grandes sociétés immobilières en France, dont je ne donnerai pas, mais il a un lourd CV, je te l'enverrai. Mais je sacrifie pour qu'il vienne pour nous mettre encore un certain... Je le prends comme déjà. Je lui paye des pourcentages, je lui donne une certaine condition de vie. Parce qu'en Guinée, tu ne peux pas recruter quelqu'un qui a une expérience immobilière. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. La Guinée n'a pas de maturité immobilière. D'accord. Donc, on est en train d'aller vers ça. Et aujourd'hui, l'État commence à donner des facilités, des terres aux gens pour faire de la promotion. Mais il y a encore beaucoup à faire. Mais il faut que, bien que quelqu'un commence, il faut qu'on sorte de cette négativité. Quand vous partez sur les réseaux sociaux, il n'y a que de la critique. Carrément, je te dis une chose. Tu fais les choses bien, tout le monde va dire c'est bien, mais personne n'en parle. Mais fais une erreur, on va plus faire de la publicité sur ton erreur que sur ce que tu as fait de bien. C'est ça le problème chez nous. C'est tellement vrai. C'est la négativité. Les gens, par exemple, pour un oui ou pour un non, moi j'ai connu des gens. En Guinée, on te diffame, on te donne on te catalogue d'une certaine chose parce que j'ai un compte à régler avec toi. Pour moi, quand tu salis le nom, tu peux perdre de l'argent, tu n'as rien perdu. Tu peux perdre ta santé, tu peux la récupérer, mais quand on salit ton nom, c'est quelque chose qui est difficile de récupérer. Et nous, chez nous, c'est facile parce qu'on a toujours les séquelles de la Première République. Avant, c'était dénoncer négativement, j'ai un compte à régler, je pars, tu dénonces à la révolution, on règle ton compte, j'ai retiré ta femme, j'ai retiré ton business, je vais te dénoncer. Et ça continue. Et ça continue, mais d'une autre forme aujourd'hui. Aujourd'hui, il y a des gens qui sont bien, mais qui ont peur de sortir leur tête pour ne pas subir ça. Moi, par exemple, aujourd'hui, si j'écoutais tout ce que les gens disaient sur moi, des fois même je demande, est-ce qu'on parle de moi? Ça me fait mal des fois. Ça t'impacte, mais aujourd'hui, je suis formaté, je suis comme un cheval de course. Tu sais, les chevaux de course, ils ferment les yeux, on le ferme là, il entend juste le klaxon, tu sais, il court juste à ce qu'on lui dise, il faut t'arrêter. Je suis comme ça aujourd'hui. Et il y en a beaucoup qui n'arrivent pas à le supporter. Donc, ils n'arrivent pas à sortir. Donc, raison pour laquelle on fait des fois de la promotion de la médiocrité. C'est ça le premier problème chez nous. Je te donne juste le dernier exemple, un exemple qui m'a touché. C'est comme quand le Syli national devait jouer à la CAN. Je me rappelle quand on nous a monté notre poule. Tu te souviens? Tout le monde était là. Le Syli national, c'est pas la peine de les amener. On va pas se qualifier. C'est fini. Déjà, moi, tu dois supporter ton équipe. Ce n'est pas une question de personne. C'est une question de nation. C'est une question de... Là, c'est la dignité. C'est la dignité d'un pays où tu fais partie, où tu sors ce passeport aujourd'hui. Tu te lèves, on commence à critiquer ces gens. Même si ces gens devaient perdre, je ne vais pas gagner. Déjà, mentalement, tu m'as cassé. C'est vrai que je suis cassé déjà. Je n'ai pas le soutien. Je n'ai pas de soutien. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Sans soutien, toutes les équipes qui étaient dans leur poule sont sorties. C'est vrai qu'ils se sont qualifiés. Ils se sont qualifiés. Et maintenant qu'on arrive, tout le monde commence à prendre des avions pour partir. C'est vrai. Maintenant, les gars dans l'extase, ils pensent qu'ils ont réussi ce qu'ils voulaient. Ouais, déjà, j'ai réussi. Moi, tu me dis... Moi, je te dis, je veux aller pour faire 10. Toi, tu me dis, tu ne pourras même pas faire 1. Moi, si je fais 1. Si moi, je fais 2 là, là, je suis content. Tu comprends un peu? Et c'est ce qui s'est passé. Ça, c'est un exemple. On a besoin d'éducation civique. Moi, aujourd'hui, cette éducation, les gens ne connaissent pas. Il y a des gens qui ne connaissent pas l'hymne national guinéen. L'éducation civique doit revenir. Aujourd'hui, j'y vois quelque chose que le CNR est en train de faire qui est bien. Mais aujourd'hui, encore, les gens le critiquent.
Par exemple, chaque fois qu'il y a un truc, on les prend, on les amène au camp des forces spéciales pour faire une formation. Parce que dans l'armée, on t'apprend le patriotisme. Yeah. Yeah. On les prend, on dit oui, quand on nomme les nouveaux ministres, les secrétaires généraux, on les a vus partir. Parce qu'on essaie de te réinculquer l'amour de ta patrie. Okay. Regardez, déjà le fait que tout le monde, déjà tu sais, il faut être dans un esprit positif pour pouvoir réaliser de grandes choses. Les Sénégalais, comment ils sont arrivés? Tout le monde a dit le Sénégal c'est un pays qui ils se sont motivés entre eux grâce à ce qu'ils ont fait. Regarde la Côte d'Ivoire. Elle a dit je vais organiser la plus grande CAN. À cause de la Côte d'Ivoire, on connaît mieux l'Afrique de l'Ouest. Avant, quand tu parlais d'Afrique, on te parle d'Afrique du Sud, on te parle d'Afrique du Nord, on te parle même de l'Afrique de l'Est avec le Kenya, le Rwanda. Mais le gars a réussi parmi toutes les CAN qui ont été organisées. Ouais, ils ont réussi à faire la plus grande CAN. C'était magnifique. Parce qu'ils étaient motivés, les Ivoiriens, tout le monde s'est impliqué dedans. Et aujourd'hui, nous, on le prend comme une paternité. Mais chez nous, non. Aujourd'hui, tu dis aux gens, ah, je suis Guinéen. Ah, où ça? Guinée-Bissau? Guinée équatoriale? C'est vrai. Nouvelle-Guinée? C'est vrai. Non, moi, ça me fait mal. Yeah. Mais il faut qu'on sorte de ça. Moi, je dis aux gens, excuse-moi, je rencontre beaucoup d'amis qui viennent d'un peu partout. Quand tu dis, je viens de la Guinée, ils vont te dire, c'est où Guinée? C'est quand je place le Sénégal qu'on repère mon pays. Pourtant, la Guinée était tu connais Sénégal, oui, bon, à côté. Mais pourtant, la Guinée était beaucoup plus connue. Bien sûr, mais aujourd'hui, va sur les réseaux, va sur Internet. Les gens passent leur temps à avoir du plaisir à critiquer. Mais tu sais, tous les pays ont des problèmes. Mais il faut qu'on apprenne. Les pays qui sortent leurs problèmes dehors. Les problèmes, il faut qu'on apprenne à les gérer entre nous. Pas besoin de laisser. Par exemple, aujourd'hui, tu as un investisseur. Moi, ce monsieur, quand il a vu la Guinée, il n'était pas convaincu. Il m'a dit, il m'a demandé, monsieur Dieng, est-ce que. Mais heureusement qu'on a des amis en commun qui ont dit, va derrière Alio. Là, il va venir la semaine prochaine à Conakry pour une semaine. Parce que ce qu'il voit sur Internet, ce qu'il voit, les gens oublient. Quand moi je poste un truc, ça reste. Tu sais que c'est des machines, quand ça revient, finalement, ça reste. Et c'est ce qui est dommage. On passe tout notre temps à critiquer, raconter. Il faut qu'on sorte de ça. Ça, c'est vraiment la première des choses. Sinon, la Guinée, on a tout le potentiel. Les gens sont que dans la critique. Et quelquefois, c'est de mauvaise foi. Moi, par exemple, les problèmes que je rencontre ici, quand je discute avec, acheter un terrain là-bas, c'est des problèmes, comme ce que je te disais. Moi, je me suis battu pour avoir les titres. La dernière fois, je suis allé, quand j'étais à Genève, j'ai discuté avec un monsieur. Écoute, je connais ta zone là-bas, j'ai acheté quelque part à côté. Ok. Mais je sais là où il a acheté, avec qui il a acheté, qui est en train de m'écrire pour me dire, comment on fait? Parce que j'ai déjà vendu, j'ai encaissé l'argent. Tu vois, je demande au monsieur. Je dis, est-ce que tu as vu le titre foncier? Parce que je sais que le titre foncier m'apparaît. Il dit non, que c'est en cours. Et après, moi, je vais venir pour retirer, passer par l'État pour retirer mes terres qui ont été expropriées. C'est pour dire que l'État a utilisé, voici encore, la diaspora a investi, on a retiré. Pourtant, il y a des gens qui sont concrets qui sont là. Ouais, parce qu'ils ne sont pas passés par le bon chemin. Mais tu ne passes pas par la normalité, tu passes par les raccourcis et tu veux un autre résultat. Okay. Ce que tu n'as pas fait dans un pays ailleurs, tu le fais chez toi et tu penses que ça ne va pas donner le même résultat. Et donc, pour moi, aujourd'hui, dans les 5 années qui viennent, la Guinée est un pays d'opportunité. Je dis tout le temps aux gens, la Guinée n'est pas en retard. On n'a même pas bougé. Donc magnifique. Tout est à faire. Donc c'est une opportunité. Aujourd'hui, on peut s'inspirer des espèces. La roue ne se réinvente pas. On peut s'inspirer de ce que les autres ont fait pour rattraper le gap de 10 ans, 15 ans. C'est possible. C'est possible. C'est une question de volonté. Moi, j'appelle ça la modélisation. C'est possible. C'est volonté. Les voisins l'ont fait. Rien ne se réinvente. Le Sénégal peut-être a fait un processus de 10 ans, 15 ans pour arriver là où elle est. Mais tu prends ces résultats de 15 ans. Ouais, tu t'inspires. Tu t'inspires, tu rattrapes. Possible. Mais chez nous, non. Quand tu essaies de faire bouger les lignes, non, c'est pas possible, non, c'est pas bien, c'est pas si. Aujourd'hui, tout le monde me prend comme une référence. Après, il faut aussi la volonté des dirigeants, des gens qui nous dirigent, on est d'accord. Déjà, il faut les soutenir, je suis d'accord. Non, à part les soutenir, tu dois pousser les gens à aller le faire. Aujourd'hui, dans les autres pays, il y a des décisions qu'on ne peut pas prendre comme ça. Quand, par exemple, tu regardes chez nous, le secteur public qui gère l'économie du pays. Pourtant, c'est le secteur privé qui fait la croissance d'un pays. Le secteur public est régulateur. C'est lui qui dit non, là tu as dépassé les normes, non, on régule les choses. Aujourd'hui, regarde les plus grandes entreprises ou bien tous les trucs, ils s'enrichissent autour de l'État. Quand la machine de l'État s'arrête, tout le pays est paralysé. Moi, laisse-moi te dire, je n'ai eu aucun marché de l'État. Mais tu me mets sur la même table que tous les grands promoteurs de ce pays. C'est pour ça qu'on me dit, Aliou, quel est ton modèle? Je dis, moi, je suis mon propre modèle.
Ok. Le seul marché que j'ai eu en Guinée de l'État, on ne m'a jamais payé. Mais ça, il y a très longtemps. Mais ça aussi, c'est parce que je ne suis pas passé par le truc légal, par la procédure normale. Ok. Donc, on a bloqué mon paiement. Mais dans les autres pays, quand vous regardez, les gars dans le secteur privé, nous, chez nous, c'est les gens de l'État qui sont gardés. Dans les autres pays, tu vois un Elon Musk, la garde qu'il a, tu vois ici le gars de Monsieur de Bouygues, ou bien le gars de, de la marque LVMH. oui, LVMH. Ouais. Mais ils ont toute une sécurité. Ici, tu peux voir un ministre, il marche seul. Oui, bien sûr. Bien sûr. Mais chez nous, c'est le contraire. Parce que c'est nous qui devons être les porteurs de croissance. Yeah. C'est un sujet qui est... C'est nous qui devons vendre le pays à l'extérieur. Moi, par exemple, c'est moi qui ai rencontré Caramo pour essayer de vendre. C'est moi qui vais aller rencontrer les grands patrons du groupe. Ok. C'est très... Après, les négociations, c'est entre États. Mais les hommes les plus riches, qui par exemple, il faut que je sois ministre pour aller voir un gars comme Dangote, non. Mais qui peut me donner ce poids? C'est l'État. Pour dire, voici, on a des champions. L'État sénégalais est en train de faire des champions. Aujourd'hui, ce qui s'est passé au Nigeria, Mori a fait des champions. Les Dangote, ce sont des champions nationaux. Maintenant, qui sont en train de se vendre dans le monde entier. C'est ce qu'on doit faire. Ok. Et ils vendent pas toujours les mêmes personnes. C'est ça. En tout cas, c'est un sujet qui est très, très profond. On peut commencer à en discuter, je pense, jusqu'à demain. On est pris par le temps un petit peu. Mais juste pour conclure tout ça, parce que je pense qu'on va remettre une partie 2 de ça quand même, parce que je sais qu'il y a beaucoup de choses à dire. Je te sens prêt là à partir. J'espère qu'on aura l'opportunité. Moi, ça fait un petit moment. Et juste, est-ce que, si on retourne un petit peu sur l'entrepreneuriat, quel conseil tu dirais à quelqu'un qui habite en Occident, peu importe, aux États-Unis, Canada, France, Belgique, Allemagne, qui est africain, qui a envie de rentrer, mais qui a peur? Quel conseil tu dirais à cette personne-là pour finir cette vidéo? De façon très brève. Je l'ai déjà dit à l'entame, personne ne va changer cette Afrique plus que nous les Africains. Personne ne connaît nos réalités plus que nous-mêmes. Personne, moi par exemple, mon exemple, c'est que personne ne peut changer cette Guinée plus que les Guinéens. Qu'il faut qu'on ait le courage, qu'on sort de ce petit confort soi-disant, que l'on rentre pour changer les choses ensemble. Personne d'autre ne va venir changer. Les autres pays voisins, personne n'a changé leur pays. Ils ne sont pas aujourd'hui complexés. Tu ne peux pas aujourd'hui complexer un Ivoirien. Tu ne peux pas complexer aujourd'hui devant qui que ce soit un Sénégalais. Je préfère toujours prendre ces exemples de pays parce que ce sont nos voisins. Ils ont la même réalité que nous. Aujourd'hui, cette Afrique, tout est à faire. D'autres sont à refaire. Il y a des modèles. Et aujourd'hui, les intérêts que tu puisses te faire chez nous, tu ne peux pas les faire ailleurs. C'est ça. Aujourd'hui, que tu sois dans ces pays-là, c'est saturé. Moi, quand je voyage, je viens, je regarde, je m'inspire, je retourne, je le fais. Il y a tout à faire, quoi. Tout est à faire. Moi, je suis allé tout dernièrement, lorsque j'ai eu mon deuil par rapport à mon fils, après 2 semaines, je suis allé à la Mecque. Mais les gars sont en perpétuelle construction. Et j'ai vu pas mal de choses là-bas que je suis en train de partir reproduire. J'ai vu des cités là-bas où il n'y avait que des dattiers. Je suis rentré à Conakry, j'ai dit, moi aussi, ça va être une cité cocotier, une cité palmier. J'ai vu des ronds-points que j'ai vu là-bas que je suis en train de faire chez nous. Moi, je suis venu en France, j'ai vu pas mal de gens. Je viens rencontrer des partenaires. Mais aujourd'hui, quand je discutais avec eux, à mon âge, je me rappelle, j'étais en Corse tout dernièrement. Qu'est-ce qu'ils me disaient? On discute, oui, mais excusez-moi, l'image qu'on a de l'Afrique, monsieur, c'est ce qu'on voit, des gens qui sont en train de venir par bateau. Et tout, je dis, oui, c'est l'image que l'on vend pour que vous n'ayez pas le courage de partir pour investir chez nous. Bien sûr, bien sûr. Je dis, c'est cette image, c'est une question de communication, c'est une question d'image. C'est pour ça que je te remercie et félicite. Je ne suis pas venu de nature, j'aime plus le m'as-tu vu. Tout le monde le sait. Parce qu'avec ce que je fais, je pu bien me vendre. Parce qu'il y a peu de personnes, je le dis avec beaucoup de modestie, en Guinée, où je peux regarder, dire que voilà, que tu as vraiment fait plus que moi, quoi. C'est pas seulement les actes, mais c'est les actes que j'ai eu à poser qui ont réussi ou qui n'ont pas réussi. Ce que j'ai osé faire aujourd'hui. Tu vois? C'est assez inspirant. C'est ça. Mais il faut vendre, il faut donner une autre image de la Guinée. Parce que quand tu parles de jeunesse, on voit une jeunesse, on voit les gens, quand tu parles de les jeunes guinéens ne veulent rien faire, c'est s'amuser, c'est pour rester derrière les gros fonctionnaires, pour rester derrière ci et ça. Non. Il y a des jeunes Guinéens qui arrivent à faire des... Il faut juste leur donner l'opportunité. Moi, mon entreprise, il n'y a qu'une seule personne qui avait plus de 35 ans, il y a 2 ans. Tout ce qu'on a pu faire. Mais ça, on avait besoin. Moi, j'ai dit qu'en Guinée, je serais, parce qu'on dit selon l'UNESCO, c'est 18-25 ans être jeune.
Moi, à mes 35 ans, je n'enviais aucun jeune. Je peux dire que mon projet valait des millions d'euros. Là où moi, j'ai pu le faire, c'est pas quelqu'un qui ne va pas. Et je le dis, et tout ce que je suis en train de dire, c'est vérifiable. J'ai eu mon titre foncier en 2019, les 167 hectares, avec mon associé. Tu valorises ça aujourd'hui, tu parles en millions Mhm. d'euros. C'est sûr et ça. Et ça, je l'ai eu, j'avais 35 ans. Aujourd'hui, j'en ai 37. J'aurai bientôt 38 ans. Donc, faites le calcul. Là où j'ai pu le faire en Guinée, c'est pas quelqu'un d'autre qui ne pourra pas le faire. Très inspirant ce dernier mot, en tout cas. Ouais. Là où j'ai fait. Et aujourd'hui, Ouais. excuse-moi, Oui. c'est pour ça que quand tu écris B2D, la passion du défi. Ça, c'est le slogan. C'est le slogan de chez... De toute façon, c'est ce qui te définit ici. On dirait Voilà. que t'aimes pas Et la donc, tranquillité. Voilà. Et on aime beaucoup les problèmes. T'aimes bien les problèmes, je vois ça. En tout cas, assez inspirant. Et merci en tout cas pour le temps que tu prends. Je vous donne rendez-vous personnellement le 23 novembre en Guinée, au Palais du Peuple, pour un très grand concert éducatif où on va parler développement personnel, entrepreneuriat, réseaux sociaux et tout ce qui va autour. J'aurai l'opportunité, peut-être, si jamais il veut, qu'il se joigne à nous ce jour-là pour le grand concert éducatif. J'espère que tu seras là pour partager 2 mots à tous ces leaders, à tous ces jeunes qui ont envie d'entreprendre, qui, entre guillemets, s'inspirent de ton parcours qui est quand même très, très inspirant. Donc, merci pour ce partage. Merci pour le temps que tu as pris. Je sais qu'il y a beaucoup de choses à partager. On aura l'opportunité. Et puis, un dernier mot, juste pour finir. Un dernier Non, mot. je pense qu'on a assez parlé. Et je te remercie. Et Ok. franchement, courage. Félicitations pour ce que tu fais. Essaye. Et franchement, je suis très fier de te rencontrer, discuter avec toi. Ça a été vraiment un plaisir. Moi aussi. Et depuis très longtemps, je te suis. Et sans que, avec beaucoup d'humilité, je te suis. Je te suivais beaucoup Mhm. pour avoir quand ça ne va pas, Ok. pour t'écouter. Ouais, Tu moi, fais je suis des là petites vidéos. Tu fais des petites vidéos, tu te rends pas compte, on ne l'aime pas, peut-être qu'on ne like pas vraiment, Mhm. mais quand on t'écoute, des fois, ça nous inspire, ça nous réconforte. On sent que c'est pas particulier ce qu'on traverse. Parce que la plupart du temps, ce que tu partages, c'est toute une expérience de certaines. C'est vrai. C'est une généralité. C'est vrai. Et donc, il y a certaines personnes qui pensent qu'ils sont isolés. Mhm. Mais non, quand des fois on t'écoute, on Ça sent fait que ça rendre compte motive. qu'on n'est pas Voilà, seul. on n'est pas seul et que c'est normal ce qu'on est en train de traverser. Donc, ça ne peut que te motiver. Donc, félicitations à toi. Merci. Courage et merci encore. Merci. Merci de nous soutenir. Et aussi, je rappelle que B2D est sponsor officiel de notre événement du Palais du Peuple le 23 novembre, du grand concert éducatif. Donc, merci de soutenir ce type d'événement-là Merci aussi. beaucoup, mon Ça frère. prouve un peu ton engagement pour le développement de l'Afrique, de la Guinée en particulier. En particulier. Merci beaucoup. Merci d'avoir suivi cette interview jusque-là. Et puis, moi, je vous donne rendez-vous à très bientôt pour de nouvelles interviews, de nouvelles vidéos. Et comme toujours, c'était Karamo. Suivez vos rêves. Ils connaissent le chemin.